Hello Eugénie, Hello Julien. comment tu vas pour cet astro coaching d'avril 2025? Bah écoute, il y a de la fatigue. Il y a de la grande fatigue. Et toi? Moi, comme je te le disais sur ce premier essai qui n'a pas fonctionné, je suis exalté et je suis vraiment très heureux parce que je sens que j'arrive à un palier là, tu vois, belle descente, c'était la galère, c'était Mars, mais là on est remonté et ça y est, on est bien là. Tu vois, il y a une étape et donc je suis satisfait, je suis fatigué, clairement, mais de la bonne fatigue. Pas la fatigue, épuisement mental où on stresse, où on se dit waouh, non, là il y a un truc, il y a un bel effort qui a été fait. Et on se repose avant que ça continue. On imagine bien, en mois d'avril. On va en parler. On va en parler. Alors pour les gens qui ont le visuel, ils vont s'en rendre compte, hein. On est assorti aujourd'hui, Julien. On est tout en bleu. Oui. T'en as un démarrage tout mou. On est tout en bleu et c'est plutôt en contraste effectivement avec l'ambiance astrologique d'avril. Mais déjà de mars, hein, le ton était bien donné en mars avec deux rétrogrades. Les rétrogrades de Vénus et de Mercure, qui sont toujours en cours. Alors on enregistre cet épisode un petit peu tard par rapport au mois précédent. On l'enregistre le 3 avril, et c'est l'astro-coaching d'avril. Donc on a raté 3 jours, entre guillemets, mais vous allez voir, on va refaire une petite passe sur ce qui s'est passé en mars et sur le terrain sur lequel on appréhende du coup cette astrologie du mois d'avril. Donc finalement, à 3 jours près, vous inquiétez pas, on n'a pas raté grand-chose. Comment ça a été Mars pour toi? C'était chaotique un peu. Hein. Enfin, c'est pas que c'était chaotique. Peut-être vous allez m'entendre un moment gueuler après Macha qui est en train de gratter des sacs derrière. Elle commence juste un peu à m'énerver. Mais c'était... ça a secoué. En même temps, on était préparé parce qu'on a fait deux super astro coaching. Un pendant la tempête un peu de Mars et puis un en prémisse de la tempête. Donc il y avait déjà de la préparation finalement un peu, on s'y attendait. Et une fois que c'est passé, on se dit ça va, c'était que ça remuait, c'était challengeant, mais il y a toujours un peu plus d'appréhension quand tu me parles des prévisions du mois par rapport à finalement ça va. On a déjà vécu plus dur et que ça remue, ça fait des choses bizarres, il y a des nuits coupées, mais on arrive quand même à avancer, à faire des trucs et derrière il y a des beaux cadeaux parce que dans ces périodes de remue-ménage, c'est quand même des gros accélérateurs. Donc c'est très satisfaisant de voir. Ah ouais, moi hier je fais une remontée là avec le super rendez-vous que j'ai eu. J'ai senti la différence, mais t'en parleras après le 31 mars là. Et j'ai eu un super club d'affaires Sablé où j'ai été vachement mis à l'honneur dans ce que j'avais fait. Et j'ai senti qu'il y avait beaucoup plus de visibilité sur Julien et l'émotionnel, l'invisible, le coach en santé mentale de l'entrepreneur, un truc que j'autorisais pas trop. J'étais encore oui, je fais du coaching marketing, je fais des vidéos. Et là je l'ai assumé avec des personnes différentes de d'habitude et de la team de Perché qui me suit sur Insta et qui vient d'en réveiller. Et c'était super cool. Donc j'ai vraiment vu plein de choses bouger. Donc on pourra en parler, mais ça a été remuant. Ouais, ça a été un peu physique, quoi. Du coup, on va remettre un petit peu de contexte sur le terrain de Mars. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport au fait que c'est jamais aussi pire que ce qu'on s'imagine quand on a les prévisions astrologiques. Déjà, dans prévision astrologique, il y a le mot prévision, c'est un peu comme la météo. C'est une chose de faire l'exercice de prévision astrologique, mais c'est une autre de taper dans le mille. Donc vous êtes assujetti à ma façon de filtrer l'astrologie et l'interpréter. Et il y a des fois, ça résonne pas du tout avec vous et je tombe complètement à côté. Mais ça, c'est les joies de l'astrologie. Et puis, dans le mot prévision, c'est un peu comme la peur de manière générale. Hein. Souvent, on se fait des montagnes de taupinières, comme dirait Linda Perra. Finalement, quand on est face à l'épreuve, on se rend compte que d'autant plus si elle a été anticipée intellectuellement et qu'on est un peu préparé, ça arrive pas comme une surprise, on a du ressort. Et c'est pas si pire, entre guillemets. Alors ça, il faut aussi avoir une certaine nature pour accepter l'épreuve dans la joie et dans la bonne humeur.
Ça, sont des épisodes comme les rétrogrades qu'on a vus en mars et les éclipses, sont des épisodes qui vont très bien aux gens qui ont cette souplesse du changement et ce tempérament un peu ludique où finalement, quand une épreuve arrive, c'est un peu un jeu. Toute proportion gardée, évidemment. Après, les gens qui sont plus rouillés quand arrivent des changements, même quand arrivent potentiellement de belles opportunités, c'est pas facile de saisir l'invitation et d'accepter tous les réajustements qui vont avec. Et pour ça, les épisodes qu'on a eus en mars étaient peut-être un petit peu challengeants pour certaines personnes, mais pas pour quelqu'un comme toi. Pas nécessairement. Donc en mars, on a eu 2 rétrogrades. Vénus rétrograde a commencé le 3 mars. Elle a ouvert le bal. Et puis, elle va continuer sur ce mois d'avril pour se fermer le 13 avril. Donc on en reparlera. Mais en tout cas, on est encore dedans. On a passé la première moitié, mais on est encore dans la dynamique de la Vénus rétrograde. La Vénus rétrograde qui venait nous parler de réflexion, réagencement, réévaluation de nos valeurs, de notre rapport à l'argent, de nos comptes, de nos relations amicales, familiales, amoureuses, de ce qui nous apporte de la joie et du plaisir. Donc on est encore dans cette dynamique-là, mais la première moitié de la rétrograde était en théorie la plus challengeante parce que c'était celle qui venait secouer un peu le système, alors que là on est déjà en phase de réajustement. Les problèmes ont été mis à nu et on en fait quelque chose. Donc on est déjà davantage dans l'action. Et Vénus est passée littéralement de l'autre côté du soleil, donc elle est vraiment dans la fin de son voyage souterrain. Elle était l'étoile du soir avant sa rétrograde. Elle est passée invisible, on va dire, puisqu'on ne la voyait plus. Elle était trop proche du soleil. Et maintenant, elle va re-être visible, mais en tant qu'étoile du matin, juste avant le lever du soleil. Donc il y a aussi dans la symbolique de ça quelque chose de l'ordre de la renaissance. Vous voyez sur cette seconde partie fin de rétrograde de Vénus. Mais bon, Mars, on était en plein dans le début de la rétrograde de Vénus. À ça s'est couplée une rétrograde de Mercure, qui, elle, est venue nous parler de réévaluation de notre façon de penser, notre façon de communiquer et d'être en contact avec les gens. Donc vous voyez, on a eu une belle superposition qui venait vraiment taper nos valeurs et notre rapport aux autres. Alors la Mercure rétrograde, elle a mauvaise réputation parce que souvent on a l'esprit embrouillé, il y a tellement d'informations qu'on a du mal à faire le tri. C'est pas une période de l'année, en moyenne il y en a 3 par an des rétrogrades de Mercure, c'est pas une période de l'année où on est très affûté cérébralement. La recommandation, c'est toujours si on doit faire des achats, signer des contrats, bien relire, bien se poser, passer peut-être plus de temps, effectivement, à lire les petites phrases, juste faire un effort d'attention par rapport à d'habitude. Est-ce que toi, du coup, je vais garder les rétrogrades ensemble, parce qu'elles étaient vraiment superposées. Est-ce que toi, tu l'as senti passer en mars, la vague de ces 2 rétrogrades cumulées, et au niveau de ton travail, ça ressemblait à quoi ? Donc redis-moi, on est vraiment début mars là, où on était sur quoi ? La rétrograde de Vénus, elle a commencé le 3 mars. D'accord ? Et la rétrograde de Mercure, elle a commencé le 15 mars. Donc on a une petite dizaine de jours, d'abord avec Vénus qui a ouvert le bal, et puis Mercure qui s'est greffé là-dessus, pour finalement être en combo sur la deuxième moitié de mars. Mais alors, c'est marrant parce que déjà j'ai l'impression que c'est tellement loin. Ce mois de mars, il s'est passé tellement de choses, tu vois, et c'était tellement riche et que finalement, non, c'était qu'il y a un mois, quoi. On est le 3 avril, tout va bien. Et en fait, je pense que ce qui s'est montré, c'était super cool parce que il y a eu un peu une montée en puissance avec la date butoir du printemps, du 20 mars, où je montais mes prix de réveillé, de la formation PKS 03, 04, et d'un atelier aussi qui était le Money Fitness, où il y avait tout bougeait, tous les prix bougeaient. Et en fait, j'ai eu très Vénus rétrograde. Nickel. Et en fait, il y a eu une montée en puissance et en une semaine, je sentais que ça s'agitait, plein de gens s'intéressaient, des gens qui me découvraient, qui venaient de nulle part. Je sentais qu'il y avait monté en puissance et je les connais parce que c'est souvent un peu ça par rapport à des promos, par rapport à des changements, des dynamiques. Et comme souvent, c'est qu'elle est pile à des moments clés parce que je le fais au feeling et en fait, ça marche toujours parce que c'est bien calé dans le tempo divin.
Et on en parlera avec ChatGPT et compagnie. Enfin, c'est génial quand on voit après en miroir que toutes les grandes annonces, les grands événements mondiaux de plein d'entreprises ou autres sont calés avec des événements astrologiques. Et j'ai vu en une semaine j'ai fait un peu plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires plus de 17 personnes qui sont rentrées dans mes accompagnements, dans mes différentes offres. Il restait qu'une seule place à la formation PKS qui a commencé aujourd'hui, que j'ai vendu là ce midi, donc ça c'était la conclusion. Mais j'ai tellement vendu, et des gens qui me prenaient du premium aussi, enfin c'était génial, il y a une espèce de... Je suis monté en intensité, et puis après, c'est redescendu parce qu'il y a eu une semaine et demie, jusqu'à lundi là, où c'était tout calme. Et avec, elle est où l'intensité là? On vient de booster la dopamine, l'excitation, la joie, il y a des clients qui rentrent, c'est super. Et avec l'apothéose ça me challengeait parce qu'il y a les frontières qui continuaient à être remis en question. J'ai dit non à 2 clients clés, dont un homme. Et j'étais plutôt cash, en mode stop, quoi. J'étais scandalisé, maintenant j'arrêtais de me dire non, en fait, arrête de négocier, stop, maintenant tu pars parce que c'est pas ok, quoi. Et voilà, sans l'insulter, hein. Et c'était génial parce que 3 heures plus tard, j'avais l'annonce d'une offre d'achat pour mon studio à Rennes, avec lequel j'ai des parts avec mon ex-compagne. Enfin bref, c'est toute une histoire, mais avec cet appart qui était là depuis 6 mois, bim, on me paye cash pour l'acheter. Le prix, pareil, ça m'a challengé. Je dis oui à ces 82 500 euros. Je négocie comme mon père le suggère parce qu'il ne faut pas trop se presser. Mais j'ai quand même une grosse pression émotionnelle de désendettement qui serait levée avec l'arrivée de cet argent. Le prêt bancaire, l'argent emprunté à mes parents, la partie qui va à mon ex-compagne, plus de l'URSSAF. Vous imaginez, en un coup, je dégage tout ça. Le sac à dos s'allège. Heureusement que j'ai échangé avec Eugénie pour ces sujets. Et donc là, ça a été l'apothéose. Et en plus, je vends le studio. Je me libère de toutes mes dettes. Il y a sur mon tableau de vision marqué Debt Free que j'ai fait avec Eugénie en début d'année. Et voilà, je peux être libre de mes dettes au plus tard fin juin. Là, on a dit qu'on pouvait signer fin juin, ça serait top. Ça se trouve, ça allait plus vite, comme en plus, il passe pas par les banques et tout. Incroyable. Et après, grosse redescente et calme, émotionnel et un peu de manque parce que on a envie d'être tout le temps dans ces énergies, mais c'est trop intense. On sent que le système nerveux, c'est trop intense. C'est très puissant et on a envie aussi que ça se repose un petit peu, donc c'est cool, même si ça fait du manque. Ce qui est intéressant ici, c'est que tu tapes en plein dans la problématique des rétrogrades. Déjà parce que ça parle beaucoup de rapport à l'argent. Tu révises tes prix en Vénus rétrograde, Vénus qui gouverne le taureau. Taureau, c'est la maison, l'espace de l'argent. Entre autres choses, mais vraiment l'argent vit dans le secteur du taureau. Donc Vénus rétrograde, c'est vraiment réviser notre rapport à l'argent. Ça s'est présenté dans ton travail, ça s'est présenté également dans cette vente d'appartement, ça s'est présenté avec cette espèce de clôture de chapitre que représente la vente de cet appartement, qui est ta dernière attache avec ton ex-compagne. Et par ailleurs, vous avez fait des démarches par rapport à la voiture, qui ont fait également que la carte grise maintenant est à ton nom. Donc ça concerne une de tes anciennes relations, une relation passée. C'est dans le domaine du taureau, ça également, les relations avec les ex. On a vu dans notre communauté qu'il y a beaucoup d'ex qui sont revenus questionner dans des problématiques différentes la vie des gens qui nous suivent. J'ai pas été exemple non plus de ces petits épisodes. Donc la Vénus rétrograde, t'as vraiment tapé dedans avec cette problématique-là, ces problématiques-là. Et le Mercure rétrograde, on l'a vu avec ta communication. Tu vois, quand tu dis, j'ai répondu à des messages d'une façon inhabituelle, finalement, où j'ai repoussé des gens parce que je me suis sentie l'autorisation d'être cash et plutôt que de m'énerver ou de garder pour moi, ou j'ai communiqué différemment. Ça, c'est le Mercure rétrograde, donc communique différemment. Et on a vu un peu la confusion du Mercure rétrograde quand tu as eu cette offre pour ton appartement et que là, tu savais pas trop comment réfléchir. Alors, vous voyez, la très mauvaise réputation du Mercure rétrograde, c'est de dire, par exemple, ne signez pas de contrat, ne vendez rien. Là, un peu de bon sens. On n'allait pas dire aux acheteurs, alors on va attendre la fin de la Mercure rétrograde, et puis si on pouvait attendre la fin, la post-shadow période de la Mercure rétrograde, c'est encore mieux. Pour les calés en astro, vous comprenez ce que je veux dire, qui nous aurait emmené en mai, je crois que j'ai la date là par là, fin avril. On peut pas s'exprimer comme ça avec les gens de manière générale. Donc le bon sens, le sens commun veut que tu dis oui. Mais quand c'est mis en marche le cérébral, tout de suite tu t'es dit je vais appeler mon père, je vais en discuter avec mon père, est-ce que j'accepte, est-ce que je négocie, est-ce que on a eu 2-3 jours de flottaison jusqu'à ce que tu te positionnes
tu te positionnes et tu décides de vendre cet appartement à ce prix-là qu'on t'avait proposé. Donc là, on a senti le Mercure rétrograde qui venait un petit peu, je suis pas sûre, il faut que je révise bien les éléments de transaction, que je m'y prenne à 2 fois, à 3 fois, que je dorme dessus, c'est tout à fait la position qu'on nous conseille d'adopter pendant les Mercure rétrogrades, et ça t'a été favorable, puisque l'opération s'est conclue et que tu te sens soulagé et heureux aujourd'hui d'avoir fait cette transaction, même si c'était pendant un Mercure rétrograde. Et ouais, et en plus tu dis 2-3 jours, mais ça a été juste en fait, ils l'ont annoncé, j'ai réfléchi toute la soirée, la nuit, puis le lendemain c'était plié, tu vois, la décision était prise. Mais c'était génial parce que c'est venu re-questionner, genre, ah ouais, mais je viens voir mon père, mais est-ce qu'en fait je vais pas prendre cette autonomie que d'écouter mon propre choix, parce qu'eux ils sont pas dans le même système que moi, et que j'ai appris en fait à écouter, genre, mais est-ce que ça va m'apporter plus de paix ou pas cette décision? Et là d'un coup, effectivement, je m'en fiche de négocier 3000 € si derrière le kiff c'est de me désendetter complètement en un seul mouvement, et que j'aurais pu perdre cette proposition parce que les personnes c'était déjà un peu apparemment leur max, même si on peut toujours ajuster selon l'agent immobilier qui avait poussé déjà pour faire une proposition plus haute, et que j'aurais pu faire casser la négociation et la proposition. Et c'est exactement ce que j'ai reproché à l'homme qui était venu à moi, de venir négocier mes prix et de pas voir ma valeur. Donc j'allais faire la même chose, et quand j'ai pris ma décision, c'est venu après, souvent c'est ça, c'est après que ça s'éclaire, quand on a pris la décision et l'évidence arrive. Et là je me suis dit, ah putain, j'aurais fait la même chose, et je suis sûr qu'il m'aurait claqué dans les doigts, et que je serais reparti dans un tour de manège. Il se serait vendu, mais je serais reparti dans un tour de manège inconfort, risque, stress, survie, comme j'aime bien l'habitude d'avoir, mais qu'en fait il était temps de le lâcher, ce sac à dos. Et que la solution la plus facile, c'était de dire oui à une proposition qui était déjà énorme, au lieu de se dire viens, je viens grappiller. Ça, c'est l'addict au jeu. Et là, je crois que je lui ai bien fermé la porte. Donc c'était vraiment cool, tout en écoutant moi mes ressentis et pas celui de mon père, même s'il est toujours de bons conseils. Mais en fait, les meilleurs conseils, c'est pour vous, hein. C'est vous qui allez trancher, hein, parce que les personnes autour de vous ne sont pas vous. Aussi intelligents et fines soient-elles, vous allez vraiment choisir ce qui est le bon pour vous. Donc c'est aussi s'autoriser à se dire je choisis, je tranche, et j'ai le courage de trancher, et peut-être de faire une connerie, mais en fait la connerie ça aurait été de faire comme d'habitude, de renégocier, de rester dans le stress au lieu de choisir la paix. Ça a été vraiment game changer, ouais, dans ce moment-là. Super, donc les rétrogrades continuent. L'invitation, c'est là on vous partage dans quelle mesure ça s'est actionné dans nos vies. Mais ces rétrogrades sont toujours en cours, et dans vos vies, elles peuvent s'actionner un peu différemment encore, avec des espaces d'ajustement. Là, on a la rétrograde de Vénus qui s'arrête 13 avril, et la rétrograde de Mercure qui s'arrête le 7 avril. On va récapituler ça avec avril. Donc vous avez encore du temps, hein, pour réajuster. Et vous voyez, comme le disait Julien, c'est quasiment impossible d'anticiper à quoi ça va ressembler. Donc là, on est parti du principe que sur cet astro-coaching d'avril, pour la première fois, on prenait vraiment du temps pour parler de Mars, parce qu'on a vu les prévisions s'actionner, et que du coup, on a du recul pour voir à quoi ça ressemble. Donc c'est d'autant plus pertinent, encore une fois, que les rétrogrades, elles continuent là, hein. Donc on vous donne les exemples de nos vies, voyez en quoi ça résonne avec les vôtres, et encore une fois, saisissez l'invitation du changement sur la rétrograde. Alors, ça, c'était nos 2 rétrogrades qui ont commencé en mars. Qu'est-ce que tu as vu, Eugénie, toi, dans ces 2 rétrogrades? Je fais une interview de Julien. Oui. Alors moi, qu'est-ce que j'ai vu de ces 2 rétrogrades? Mon ex est revenu, mais mon ex revient régulièrement parce que le père de ma fille, étant le père de ma fille, il faut qu'on reste en contact. Non, il n'y a pas d'obligation évidemment, mais on a fait une séparation amicale, et donc on essaye de rester régulièrement en contact en ce qui concerne Violette et les dates de vacances. Et moi, je me suis accrochée avec lui en début de mois, je crois, parce que il fallait discuter les dates des grandes vacances. Et c'est un sujet récurrent. Et je crois que je me suis positionnée aussi par rapport à ma façon de communiquer avec lui, parce que c'était un sujet qui est un peu glissant, les grandes vacances, parce qu'il a aussi son anniversaire pendant les grandes vacances et qu'il aime bien le fêter le jour même avec sa fille. Malheureusement, il est né le 31 août, donc pour certaines rentrées, c'est un petit peu compliqué d'avoir Violette qui arrive la veille pour le lendemain. Sa rentrée en France,
ça fait 3 ans, c'est la 3e année que cette conversation arrive et qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Mais c'est la première année où, riche de savoir que nous sommes dans l'opportunité d'une Vénus rétrograde, je me suis dit, viens, on va mettre au carré un petit peu cette conversation et mon positionnement dans cette relation également. Donc j'ai été cash comme Julien. On va voir ce que ça donne parce que j'ai toujours pas eu de réponse, mais la rétrograde n'est pas terminée, les amis. Et puis sinon, j'ai un autre de mes ex qui est revenu, qui justement voulait reprendre contact, notamment pour que sa fille voie Violette, puisqu'elles ont été en contact le temps que je fréquentais cet homme-là. Et pareil, je me suis positionnée parce que si j'ai toujours été d'accord pour que les filles continuent à se voir et à entretenir un lien, je trouve que cela sert un peu de prétexte pour me faire envahir par mon ex et ses demandes et ces moments un peu autoritaires où il a décidé que parce que Violette manquait trop à sa fille, c'était maintenant ou jamais qu'elles allaient se voir. Moi, je ne tiens pas nécessairement à ce qu'ils viennent dans ma ville, qu'ils prennent un logement à côté, même pour que les filles se voient, je trouve que c'est trop invasif. Mais je pense que je n'avais jamais été assez claire pour le lui communiquer. Et donc là, je me suis bien posée, encore une fois avec l'aide de Julien également, en lui faisant comprendre, pareil que disait Julien tout à l'heure, sans l'insulter, que c'était pas ok. C'était pas ok pour moi et que c'était en fait ni ok, mais en plus c'était non. C'était non. Le monde est vaste, je te demande juste de pas venir chez moi en fait. Et je te demande de pas venir à cette date parce que je t'ai dit que je m'étais organisée autrement et je te demande de t'organiser plutôt avec le père de Violette et blablabla et blablabla. Donc pour moi cette position, je l'ai toujours eue, mais peut-être juste dans ma tête. Je crois qu'entre lui et moi, ça n'avait jamais été aussi clair. Et vous voyez comme on peut se l'interpréter comme on veut, mais en sachant qu'on était dans une Vénus rétrograde, je me suis dit, prends l'opportunité. C'est une porte, c'est un seuil. C'est un seuil symbolique que tu vois, que tu identifies, tu en parles aux autres. Fais-le toi aussi, puisque tu le comprends si bien. Ne te contente pas de le transmettre, incarne-le. Donc j'ai fait ça. Vous allez voir, à la fin du mois, j'ai fait encore autre chose. Toujours sur la Vénus rétrograde et la relation avec cet ex-là, mais sur l'impulsion d'un autre mouvement planétaire sur lequel on va un peu s'attarder parce qu'il s'est passé plein de choses un certain jour à la fin du mois de mars. Donc voilà, et puis au niveau de la Mercure rétrograde, oui, j'ai un peu de mal à parler en ce moment. Je sens aussi que je suis énervée depuis une grosse semaine, peut-être bien 10 jours. Mais voilà, il se passe pas mal de choses en Bélier. Il s'est passé pas mal de choses dans la constellation du Bélier. Il se trouve que c'est mon ascendant qui est en Bélier également. Donc ça vient frotter sur ce qui représente mon identité. Ça, je le sais parce que je fais le lien avec ma charte personnelle. Donc, encore une fois, c'est une bonne occasion de le rappeler. L'astro-coaching, c'est général. Pour avoir vraiment du détaillé de l'individuel, il faudrait aller voir vos chartes. Et on peut évidemment pas faire ça avec tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne et laissez le reste. Mais en tout cas, voilà pour comment ça s'est déployé pour moi, ou en tout cas jusqu'aujourd'hui, ces 2 rétrogrades qui sont toujours en cours. Tu parlais des ex, c'est pas forcément les ex-compagnons, parce que moi j'ai eu mon ex-propriétaire, à qui j'ai claqué la porte aussi. Il y a eu plein de... Oui, j'ai eu des ex-clientes qui reviennent. Ah, ça faisait un an que je voulais lancer mon podcast, j'y pense. Et aide-moi, bah il y a ma formation. Ah bah il y a plus personne. Et c'est marrant parce que je sentais, et c'est pour moi aussi un peu un farewell de Julien Sauveur qui voulait choisir l'argent plutôt que choisir les gens avec lesquels travailler et que l'argent suivrait naturellement ça. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs l'année dernière et même au démarrage de mon activité là-dessus. Et j'en parlais avec Charles André, l'interview que j'ai fait ce matin qui était passionnant là-dessus, et c'était l'évidence de choisir les personnes avec qui on embarque quand on accompagne et jamais choisir l'argent. Et il avait une super clé pour les personnes qui se lançaient. Apprenez à vivre avec très peu d'argent. C'est vraiment pour lui la clé derrière d'être un bon accompagnant, de choisir les personnes avec lesquelles on va le mieux travailler et aussi d'être dans une gestion saine et apaisée de l'argent plutôt que de chercher à faire des gros montants pour l'ego, je parle pour moi, pour flamber, pour raconter qu'on a fait 10, 15 000 euros de CA chaque mois. Mais derrière, avoir des conflits, des personnes qui n'ont pas des super résultats, des gens qu'on tire et avec qui on s'énerve et que en fait on n'est jamais content.
et c'est juste parce que c'est l'argent qui avait été choisi plutôt que la personne, alors que les signes, ils étaient énormes, mais quand on les voit pas parce qu'on est dans le chemin inconscient, une fois qu'on les voit, on est clair, on se dit, ben oui, donc on ferme des portes, hein, parce qu'il y en a, ils comprennent pas trop, puis il y a un côté genre, ouais, t'as fonctionné comme ça, puis maintenant tu fonctionnes comme ça, donc il y a un peu une dissonance, et c'est normal. Et puis, il y a voilà, les derniers qui viennent voir pour qu'on ferme bien ces portes-là énergétiques. On sent, c'est juste pour, allez, on est là, on ferme, et tout va bien, hein, mais c'est vraiment pour fermer des portes. Clairement, quoi. C'était super intéressant, ces ex aussi, côté pro, et pas que amoureux, quoi. La Vénus rétrograde, c'est aussi l'opportunité de faire ses comptes. Exactement. Et ce que tu disais quand tu disais que ce conseil qui t'avait été donné aujourd'hui, c'est de vivre avec très peu d'argent, moi je le reformulerais un peu, parce que je trouve que c'est pas hyper sexy comme invitation, par vivez avec des budgets. Connaissez vos budgets, parce qu'après si vous voulez les dépasser, ça vous regarde bien en fait, mais si vous avez des budgets, vous savez ce qu'il vous faut pour vivre raisonnablement. Pas au minimum, mais raisonnablement. Et vous avez toujours des budgets qui sont un peu optionnels, on le sait. Vous avez toujours un budget bien-être, vous avez toujours un budget vêtements. Ah bon, se disent les gens? Mais non, pas du tout. Faites-le. Faites-le, et vous savez que quand les temps sont un peu durs, que quand les aléas de l'entrepreneuriat font que on est un petit peu dans le creux de la vague, ces budgets-là, ce mois-là, sont non utilisés ou redistribués ailleurs. Et du coup, vous vivez avec ce dont vous avez besoin. Donc tout ce que vous gagnez en plus, c'est en plus. D'où la joie de le recevoir si ça arrive, mais l'absence de détresse si ça n'arrive pas. Vous voyez. Là, c'est l'invitation aussi de la Vénus rétrograde, de faire vos comptes et il n'est pas trop tard. Précise là-dessus, moi j'aime bien quand même cette philosophie-là du jeûne, d'aller goûter l'absence totale de nourriture pour se dire « Ah, voilà ce que ça fait quand j'en ai vraiment très peu, voire pas ». Et je m'acclimate, tu vois, dans cet extrême. Alors c'est un comportement que j'ai plus en facilité, peut-être moins toi, d'aller jouer avec les extrêmes et les polarités. Et Charles-André est vraiment aussi comme ça, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais je trouve l'idée cool et j'ai vraiment vu à quel point je reviens, comme ça s'est passé fin d'année dernière et début de cette année, on coupe les dépenses et je fais au minimum, et je vais même moi-même faire mes propres coupes de cheveux, tout ça et tout, et j'ai kiffé en fait de me dire, alors lui il a vécu vraiment en mode un peu SDF à un moment quand il a eu une grosse faillite, perdu 1,5 million d'euros, endettement de ouf, et galère à dormir dans la voiture, une voiture qui l'a amené jusqu'à 465 000 kilomètres, qu'il a réussi à revendre 600 euros, il me disait. Mais d'aller voir ce dépouillement, il y a eu une espèce de ah ouais, en fait je suis en sécurité quand même si j'ai absolument pas d'argent. Donc on n'a pas besoin d'aller si bas parce que là c'était subi, mais finalement ça a été une résolution pour lui. Et moi j'aime beaucoup l'idée de quand je me restreins, je vois que finalement il ne me manque de rien. Donc d'aller goûter cet ascétisme, que ça soit alimentaire, de réseaux sociaux comme je coupe le soir et tout, ou les week-ends, ou d'argent, mais en mode vas-y, ne dépense pas et vois ce que ça fait. Ça crée aussi plus d'espace à l'intérieur de moi. Et derrière, tu vois, je me dis, ah oui, je peux, en fait, tout va bien. Parce que ton système nerveux pourrait croire que sans argent, il va mourir. Donc, c'est chouette d'aller explorer. J'ai bien aimé ces expériences-là. Après, on peut trouver le juste milieu en fonction de comment nous, on aime jouer, parce que j'aime jouer avec aussi la limite. Et c'est aussi l'énergie du masculin. On aime le challenge, on aime le défi, on va se construire et grandir là-dedans. Donc, peut-être qu'avec l'énergie dominante féminine, et yin chez les hommes ou chez les femmes, peut-être qu'on va se dire non, moi je veux plus de douceur, et vous avez raison aussi, parce que moi j'aime bien jouer avec ça, c'est un jeu, faut pas que ça soit une contrainte, mais essayez si vous avez envie, quoi. Très bien. Alors, les rétrogrades, on va les mettre de côté pour l'instant. On va y revenir avec avril. On a eu les éclipses aussi. Les éclipses, donc on les englobe sous le terme la saison des éclipses. Il y en a 2 par an, des saisons d'éclipses, entre 2 éclipses ou 3 éclipses qui se succèdent. Sur cette session-là, on en a eu 2. Une éclipse lunaire en Vierge le 14 mars et une éclipse solaire en Bélier le 30 mars. Donc vous voyez, elles sont écartées de 14 jours, 15 jours. Normal. C'est des moitiés de cycle lunaire, en fait, qui font en tout 28 jours. Alors, les éclipses sont des espaces où des choses cachées apparaissent et des changements d'air s'opèrent. E-R-E. Je l'avais dit déjà dans notre astro-coaching de mars. Et l'éclipse lunaire en Vierge venait nous parler de la perte peut-être de certaines habitudes qui faisaient notre rapport à la santé, nos petits rituels quotidiens.
Donc quelque chose de déstabilisant, même si, encore une fois, l'exemple que j'avais pris, c'était du jour au lendemain, si tu perds l'habitude de fumer, c'est plutôt cool. Mais c'est pas forcément comme ça que ça se déploie pour tout le monde, parce que perdre une habitude qui nous permettait de nous ancrer et de nous stabiliser, c'est pas rassurant. Et puis, on a eu en miroir de cette éclipse lunaire en Vierge, notre éclipse solaire en Bélier le 30 mars. Alors là, c'est intéressant parce que sur la fin du mois de mars, les amis, il s'est passé 2-3 choses dans l'actualité. On va se poser un petit peu là-dessus. Donc, je vous laisse avec cette éclipse lunaire du 14 mars qui nous parlait de nos habitudes. Regardez un petit peu dans ce qui s'est passé dans votre vie, si c'est venu résonner. Alors, les éclipses, on s'en souvient, ont lieu à un jour précis, mais leur énergie se fait ressentir une semaine avant et une semaine après. Donc, l'énergie de l'éclipse lunaire en Vierge, elle nous a déjà frotté à partir du 7 mars. Et elle a arrêté plus ou moins de nous frotter autour du 20 mars, 21 peut-être, autour de l'équinoxe, vous voyez, l'équinoxe de printemps. L'éclipse en Bélier, elle, c'était une éclipse solaire qui venait nous parler d'identité. Quelles sont les clés identitaires qui te concernent et que tu ne t'avoues pas, que tu renies, que tu nies, que tu caches sous le tapis, mais qui sont tellement intégrales à qui tu es que tu ne peux plus les retenir dans l'ombre. Très intéressant, parce que le lendemain de cette éclipse, Neptune est passé en Bélier. Neptune, la planète de l'invisible, de ces choses éthérées que l'on ne voit pas, que l'on peut ressentir, donc de l'intuition, des rêves, cette matière entre l'univers et nous, cette matière conductrice entre le très très grand et le très petit. Neptune, qui représente tout ça, était dans le signe du Poisson, donc le signe qu'il gouverne, dans sa maison, en somme, dans son royaume, et ça faisait 14 ans que ça durait. Donc depuis 2011, maintenant plus, non 14 ans, depuis 2011, on était un petit peu dans quelque chose de flou, dans quelque chose où certains d'entre nous se connectaient à leur spiritualité. Donc réfléchissez, vous étiez où en 2011 ? Encore une fois, on se souvient que ce n'est pas un interrupteur, ça pouvait commencer en 2010, 2012 peut-être. Moi, ça a commencé en début 2012, j'ai déménagé en Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011 qui vous a peut-être connecté à votre spiritualité, qui vous a peut-être connecté à des choses beaucoup plus floues également, des addictions, des comportements addictifs, une santé mentale vacillante. Tout ça, ça vit dans le domaine du Poisson, dans lequel était Neptune. Qu'est-ce qui n'était pas très clair, qu'est-ce qui n'était pas très incarné. Vous voyez ? Je vous laisse réfléchir à ça. Et donc le 31 mars, Neptune est passé en Bélier. Sorti du Poisson, sorti de sa maison pour passer dans un signe qu'il n'aime pas du tout, dans lequel il n'est pas du tout à domicile, le Bélier. L'incarnation. Donc en fait, ce qui était très très éthéré et invisible et en flottaison et un peu flou et un peu caché. Neptune, c'est un peu le gloubi-boulga. Il y a de la confusion autour de Neptune. C'est pas un bénéfique, c'est pas un maléfique, on sait pas trop. Tout peut être caché. Et donc, Neptune passe en Bélier dans le domaine de la naissance, de l'incarnation, de la mise en lumière, du feu primordial, de l'étincelle de vie. Alors ça, il s'est passé plein de trucs le 31 par rapport à ça, extrêmement intéressant. Est-ce que tu te souviens, toi, déjà de comment ça s'est reflété dans ta vie, ces éclipses, mais probablement plus celles de fin mars, qui concernent l'incarnation, ces choses qu'on ne veut pas s'avouer et qui sont mises en lumière malgré nous, parce qu'il est temps d'incarner le côté spirituel de qui nous sommes, le guerrier, le pionnier spirituel. Et qu'est-ce que tu as vu autour de toi qui peut-être était attaché à ce thème-là également ? Alors moi, pour la première, c'était le 14 et je pense que c'était relié à mon changement de réveiller, à arrêter de voir 3 rendez-vous par semaine, mais d'en avoir qu'un seul avec toi et Camille et de le faire pendant 2 heures le lundi. De changer cette structure, d'enlever une partie de l'échafaudage pour accepter une nouvelle structure qui arrivait assez rapidement, mais pile dans cette dynamique début mars. Je sais pas, c'était autour du 14, mais bon, ça a un peu de remous, mais ça s'est mis en place et on l'attaque le 7 avril, le lundi. Et c'est trop bien, je suis trop content parce que ça ouvre plein d'autres choses et il y avait vraiment le sentiment et l'intuition de ouais, c'est le move à faire.
Quand on est source de son projet, on le sait, et ça nous illumine, et c'est l'évidence. Quand c'est pas encore l'évidence, on peut attendre. Mais là, c'était vas-y, on y va. Et effectivement, c'était autour de la structure et de nouvelles structures, et on arrête des habitudes pour en démarrer de nouvelles. Donc ça, je pense que c'était un des meilleurs exemples. Et puis, très marqué le 31 mars, pour moi, et l'idée... Alors, on a fait un week-end bien chaotique, un peu colère, énervement chez nous, chez toi, mais du coup, évidemment, je suis venu appuyer là-dessus et ça a bien réveillé. Donc ça, déjà, c'était challengeant, c'était pas confortable. Mais ce qui était cool, ce qui s'est révélé après, c'est que le 31, j'ai fait un super rendez-vous et je le sentais avec le boss du club Sablé, le club d'affaires dans lequel je suis, et je suis allé le rencontrer chez lui, puis j'ai fait une séance PKS. Et ça, les amis, alors je sais qu'il était connecté à sa médiumnité, sa spiritualité, fait du Reiki et tout, on a échangé, et c'était l'idée, viens, je te rencontre, puis après, vas-y, je te propose un rendez-vous PKS, parce que c'est un super outil, puis ce sera l'occasion d'aller voir des choses que je commence à percevoir, et que tu goûtes cet outil pour que tu puisses en parler ou autre autour de toi, parce qu'il sentait qu'il y a des choses à faire. Et ben pour moi, c'était un grand moment. Je disais à Eugénie, je sens qu'il y a quelque chose d'important qui se joue là, j'avais de la pression, j'avais du stress à aller faire ce rendez-vous, alors j'en ai fait des tonnes de PKS depuis plus d'1 an. Et là, c'était avec un homme, gros chef d'entreprise, qui gère beaucoup de business et qui est vraiment bien implémenté, qui a un sacré réseau ici, et avec lequel je viens creuser dans l'invisible. Il s'appelle, comme le prénom de mon frère, Sébastien. Donc c'était super intéressant de voir ça. Et du coup, il y avait un miroir magnifique, et de ça y est, je m'autorise à ne plus le faire que sur Internet et avec des entrepreneurs bien concrets et qui pourraient me juger de perché bizarre chelou. Mais aujourd'hui, non, je suis prêt, et comme je l'incarne et que je le maîtrise, eh bien, il y a cet espace qui s'ouvre, et là, ça a été game changer parce que on a fait la réunion du club mercredi, je vous en parlais, ça a été super chouette, il y a eu plein de super retours et qui m'a vraiment, du coup, beaucoup plus porté, mis en avant, et je le vois ça comme des planètes. Il y a des gens qui amplifient avec des grands champs attracteurs. Il manifeste beaucoup argent, opportunité, créativité, on sent une belle puissance. Et bien quand vous êtes à côté de ces personnes-là, ou des coachs ou des mentors, il y a un coup d'accélérateur. Vous sentez la planète qui prend un coup d'accélérateur là, qui monte plus haut, qui va plus loin. Des fois, je crois que les navettes utilisent ça, des orbites. Je crois qu'on le voit dans Interstellar, des orbites de planètes pour aller plus loin, pour être propulsés sans les moteurs ou autre. Il y a des trucs comme ça. Utiliser la force d'attraction de ces éléments-là. Les êtres humains, c'est pareil. Et avec les belles densités de certaines personnes, pour vos business, pour vos vies, il y a des accélérateurs, des personnes qui vont vous propulser, vous amplifier. Et qu'on voit plein d'artistes qui sont propulsés aussi comme ça, autres, avec une personne qui mentor, qui sécurise dans son énergie, dans ses actions. Donc moi, j'ai senti vraiment ça, et là, je sens que ça s'ouvre. Donc il y a plein de choses qui vont naître dans la matière ici, concrètement, avec des entrepreneurs beaucoup plus classiques que ceux que j'accompagne, parce qu'ils sont dans l'énergétique, la numérologie, l'astrologie, qui veulent développer une offre d'accompagnement en ligne. Ça, c'était ma zone de confort, et que là, il y a quelque chose de nouveau, avec des personnes qui sont pas à parler de spiritualité matin, midi et soir comme nous, mais avec lesquels il y a un vrai pont, un vrai langage, et où je m'éclate. Mais j'ai eu des résistances au démarrage, et même des envies de partir, de me dire, bon, je suis pas vraiment à ma place. Et comme j'ai tenu bon, et comme j'ai vu l'ouverture, on arrive aujourd'hui à ce 31 mars qui a été game changer, quoi. Je sens qu'il y a plein de choses qui vont naître de ça. Il y a un avant-après ce jour-là, quoi. Il était fort. Challengeant, hein. Moi j'ai flippé, hein, mais j'y suis allé. Donc, un Neptune qui change de signe, c'est une dynamique collective. Vous avez jusqu'à Saturne les planètes personnelles, et au-delà de Saturne, qui est la dernière planète que l'on peut voir à l'œil nu, vous avez besoin d'un télescope ou de matériel pour voir les autres, qui du coup n'intervenaient pas dans l'astrologie traditionnelle, mais qui interviennent dans l'astrologie moderne. Donc Uranus, Neptune, Pluton. Neptune qui change de signe, ça n'arrive qu'une fois tous les 14 ans. Donc ça parle presque de générationnel. Ce qu'il faut voir dans ce que dit Julien, c'est que lui, ça s'est incarné d'une certaine façon, cette transition de Neptune, l'activité invisible dans le bélier, l'incarnation, sortir d'Instagram, sortir des réseaux sociaux et du monde de l'internet pour aller l'incarner en vrai devant une personne, en chair et en os. Mais cette dynamique s'applique de manière générale à tout le monde. C'est-à-dire que cette personne que Julien est allé voir a certainement un rêve, Neptune, immatériel, qui veut s'incarner en bélier. Et donc le Neptune en bélier vient aussi servir ça, avec l'intervention de Julien par exemple. C'est une dynamique couplée, une dynamique commune. Donc nous, on sait à qui on parle,
si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous êtes un accompagnant dans le bien-être et le mieux-être. Donc, si on veut parler business avec vous, on va l'interpréter d'une certaine façon. Ce Neptune en bélier, on va vous dire, sortez de l'ombre. C'est votre moment. Par contre, vous avez 14 ans pour le faire, puisque Neptune sera en bélier jusqu'en 2036. Vous voyez, si c'est pas pour aujourd'hui, ça peut être pour plus tard. Un petit mot de prévention simplement, l'énergie, parce qu'on rentre en début de cycle, est plutôt forte, un peu comme un accélérateur dans Mario Kart. Okay, le 31 mars, l'accélérateur, il est positionné là. Et il va être positionné là sur les premières semaines, admettons. Donc si vous voulez un vrai coup de propulsion, faites-le maintenant. Vous aurez 14 ans pour finir la course, sinon il n'y a pas de souci. Mais si vous vous sentez prêt, n'hésitez pas. Attendez pas la fin des mercures rétrogrades, non. Le sens commun vous dit, vous, accompagnant du mieux-être et du bien-être, faites-le maintenant. Prenez ce local, allez rencontrer les gens vrais, on en connaît dans notre entourage, donc je ne dis pas ça par hasard non plus. Sortez de la visio, si c'est votre envie, et allez voir les gens en présentiel, en groupe, en individuel. Parlez de ce que vous faites dans votre communauté. J'allais dire imprimer les flyers, mais Julien, il va pas aimer ça. Mais en tout cas, vous voyez, il y a quelque chose dans votre discipline qui demande à être incarné. D'accord ? Mais si vous nous regardez et que vous êtes peintre en bâtiment, ça vous parle davantage de quelque chose qui est dans l'ordre du rêve, de l'ambition qui vous concerne et qui peut-être était un peu en flottaison ces 14 dernières années, le temps que Neptune était en Poisson, et va demander à s'incarner sur les 14 prochaines années. Vous voyez, ça peut être aussi très pragmatique. C'est juste par rapport à votre positionnement à vous. Donc on vous laisse réfléchir à ça et voir ce qui vibre avec vous. Yes. Et il s'est passé quoi dans le monde aussi ce 31 mars ? Parce que alors, il y a des changements pour tout le monde là. Je prends l'exemple de la France. On a eu le cas avec Marine Le Pen. Conditions d'inéligibilité. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter ça ? Moi, je le mélange avec l'éclipse en bélier du coup, parce que ça se joue sur le même territoire. Avec l'éclipse, c'était la veille et que les répercussions de sa présence étaient un peu avant et un peu après, genre une semaine avant et une semaine après. Donc ça s'est mis en fusion un petit peu avec ce Neptune en bélier. D'abord, il y a le Neptune en bélier qui vient nous dire ce qui est caché. Pardon, le Neptune en Poisson. Ce qui est caché, Neptune en bélier est mis en lumière. On a un changement de mode. Et puis, comme je le disais sur l'astro-coaching du mois de mars, les saisons d'éclipse, dans le passé, c'était les saisons où l'on craignait que le roi ne meure. C'était vraiment la mythologie apposée sur la symbolique d'une éclipse. Le roi allait mourir quand les éclipses passaient. Donc il y a vraiment une idée de la personne au pouvoir tombe et de son immortalité, de son immunité rejoint le monde terrestre et se désincarne et tombe de son piédestal. Et je trouve que c'est très, très similaire symboliquement avec ce qui s'est passé avec Marine Le Pen, qui probablement allait se présenter à la présidentielle. Donc nous, on n'est pas dans une monarchie, mais la présidentielle, c'est ce qui a un peu remplacé la monarchie, on va dire. Le symbolisme est du coup transféré à ça. Ça s'est passé le 31 mars. Le 31 mars, les amis. Et puis, je vais te laisser décrire la situation avec OpenAI et les studios Ghibli. Et ça s'est passé le 31 mars également. J'aurais pu un peu plus me renseigner pour avoir les tenants et les aboutissants, mais vous pourrez le faire. En gros, il y a OpenAI, créateur de ChatGPT, qui ont lancé une mise à jour sur leur modèle 4O. Ils ont plusieurs modèles. L'un des derniers, c'est le 4.5, mais le 4O marche très bien. Et ils ont fait une release, une sortie autour de la génération d'images, qui était déjà le cas parce qu'ils avaient DALL-E, et là ils ont mis à jour ça, et alors ça s'appelle plus DALL-E, si je dis pas de bêtises, mais maintenant c'est la génération d'images dans le modèle 4O, qui est assez incroyable, parce que la génération d'images dans l'IA pouvait faire des très belles choses avec Midjourney, DALL-E aussi, Canva l'utilise, Ideogram, c'est cool, mais il y avait des grosses problématiques avec les textes, de pouvoir mettre des textes qui étaient lisibles, compréhensibles, et que on puisse faire des créations beaucoup plus sprint et beaucoup plus graphiques. Et c'était un peu possible avec Ideogram, qui se démerdait beaucoup mieux là-dessus, mais pas avec Midjourney Haute, ça faisait des textes tout bizarres, enfin c'était pas pratique. Et là ils ont sorti un truc qui a été incroyable, et surtout qui a permis de reprendre aussi des modèles et des styles
très très précisément, dont le style Ghibli, Hayao Miyazaki, ce style de manga vraiment unique à sa patte, Pixar, les Simpsons, Cartoon Network et compagnie, tous ces grands styles de dessin étaient très facilement réplicables à partir d'une photo ou autre. Et en plus, on peut prendre ses images YouTube, on peut faire ses couvertures, on peut faire plein de trucs. Il arrive à faire des choses vraiment très graphiques, assez hallucinantes. Ils ont cartonné avec cette sortie, pile le 31 mars, et en 1 heure à peine, ils ont fait plus d'1 million de nouveaux inscrits sur ChatGPT. Pas que payant, mais aussi on peut avoir la version gratuite. Ils ont dû limiter tellement ils avaient de personnes qui venaient pour pas que ça surcharge les serveurs. Ils disaient en gros sur Twitter que c'était en train de melt, de fondre leur serveur. Calmez-vous les amis, avec surtout la trend Ghibli, c'est-à-dire faites plein d'images qui s'inspirent de Ghibli et d'Hayao Miyazaki en partant de vos photos. Évidemment, j'ai joué avec ça et j'ai fait des photos avec Violette et tout ça, ou ma famille ou moi. De voir à quel point c'était trop incroyable de jouer avec ça et de la puissance de ce nouvel algo et cette nouvelle technologie qu'ils avaient insérée. Et pour rappel, en 5 jours, ce qui est déjà énorme, ils avaient dépassé lors du lancement de ChatGPT en 2022, si je dis pas de bêtises, en 5 jours, ils avaient dépassé... 2022 ? Je dis des bêtises peut-être. Non, je crois que c'est 2022 en vrai, hein. Je crois que c'est ça. En 5 jours, ils avaient fait leur 1 million d'utilisateurs. Ce qui est énorme, hein. Mais là, en 1 heure, ils avaient fait 1 million d'utilisateurs nouveaux. Donc, on voit l'accélération et c'était pile le 31 mars, quoi. Incroyable. Alors, on a donc eu ce changement de Neptune qui est passé du Poisson en Bélier ce jour-là, mais pas que. Il y a eu aussi une conjonction. Neptune était en conjonction avec Mercure à ce moment-là, et également Vénus. Et je trouve ça intéressant parce que Neptune, encore une fois, c'est la confusion. C'est quelque chose aussi d'inaccessible, de l'ordre du rêve, mais de l'ordre de l'ambition qui n'est pas encore incarnée. Hein. Donc c'était dans les pipelines, évidemment, cette mise à jour de OpenAI. Et Vénus et Mercure, qui sont tous les deux en rétrograde en plus, viennent taper dans ce Neptune. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Mercure, c'est l'échange d'informations. Mercure, c'est l'archétype d'Hermès. Ce n'est ni un maléfique ni un bénéfique. C'est le seul dieu qui est autorisé à naviguer entre les royaumes et à descendre dans le royaume des morts et à en revenir. Donc Mercure, il y a une qualité immune dans Mercure. On n'y dit pas qu'il nous fait le mal, le bien. Il est neutre et du coup, il a le droit de passer sur tous les territoires pour transmettre les informations. Donc on voit c'est un peu l'archétype de la mise à jour. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore trop quoi en penser de façon globale. Je pense que tout à chacun a son avis par rapport à ça, mais est-ce que c'est mal que ça se soit passé comme ça, que ça se passe comme ça? Parce que bien évidemment, c'est une ouverture vers un monde nouveau qui vient secouer les valeurs. Vénus était dans la conjonction aussi, Vénus rétrograde, les valeurs de l'artisanat, par exemple, de faire manuellement, laborieusement des dessins. C'est une machine qui peut les faire maintenant. Alors le débat est évidemment ouvert. Et il y a plein d'entrées par différentes portes pour accéder à ce débat. C'est pas forcément le propos de l'astro-coaching de ce soir, mais de voir que ça s'est passé le 31 mars, à un moment donné où se sont réunis Neptune, donc la confusion et ce qui n'est pas encore incarné, avec Vénus, les valeurs, et Mercure, l'échange d'informations. Je trouve que c'est quand même assez hallucinant. Et comme tu le disais, il y a eu ce million de personnes supplémentaires qui a adhéré à ce système volontairement avec cette mise à jour. C'est quand même une accélération du système. C'est très mercurien, ça aussi. Et après, dans l'idée de ce qui est dans l'ombre se révèle, c'est aussi les doutes des personnes qui sont en train de voir leur métier, surtout dans l'animation, changer avec l'IA, tous ces questionnements autres. Là, d'un coup, c'est révélé. Oh, ça y est, ils nous volent notre Hayao Miyazaki, notre Ghibli. Et qu'est-ce qu'on va faire si même lui, le grand ponte de l'animation japonaise, est volé, remplacé par une machine? Et évidemment, ça a fait beaucoup de réactions, dont lui, et j'aurais aimé un peu plus plonger sur savoir qu'est-ce que lui avait dit exactement, mais la trend a été tellement énorme, tout le monde s'en est emparé, et nous on le voyait avec Eugénie comme quelque chose de genre, mais l'hommage mondial qu'on te fait, c'est incroyable, merci quoi, je suis Hayao, moi je suis trop heureux de voir que mon style est propagé et répliqué, et que dans tous les cas j'en suis à l'origine, et que je suis la source de ce style, donc... voilà pourquoi, de toute façon la technologie est là, la puissance est là, qu'est-ce qu'on peut faire à part juste
s'y adapter, mais il a été apparemment très très en rejet de ça, et plein d'animateurs, plein de personnes qui voient que l'IA n'est pas aussi sensible qu'un être humain, vous pouvez pas faire ça, c'est voilà. Mais il y a plein de choses à réinventer, et c'est ce qui se passe avec ces gros coups de pied dans la fourmilière, quoi. Ce que je trouve intéressant, c'est que j'écoutais le rapport astrologique de Rick Levin, qui est un super astrologue américain, un vieux monsieur qui ressemble vraiment à Merlin, avec qui j'ai eu la chance de faire un atelier il y a quelques années quand j'étais à Brighton. Et il faisait la comparaison avec cette situation, tu sais, de la grenouille qui, si on la jette dans une marmite d'eau bouillante, va avoir un réflexe d'en sortir, parce qu'elle va saisir le danger immédiatement. Mais si tu la mets dans une marmite d'eau froide et que tu augmentes la température et que l'eau se met à chauffer puis à bouillir, elle va être cuite vivante. Et il y a un petit peu de ça avec cet effet autour des nouvelles technologies et des intelligences artificielles. Évidemment que dans une certaine mesure, on ne peut pas anticiper ce que ça va donner sur certains postes de travail, sur certaines chaînes de fabrication, quelle que soit la chaîne de fabrication. Ça va évidemment avoir des répercussions qu'on ne peut pas anticiper. Mais ça fait quelque temps qu'on en parle quand même. Et notamment dans l'astro-coaching, on a vraiment abordé le thème quand Pluton est passé en Verseau, en octobre, si je dis pas de bêtises. On va en parler sur les années à venir. Il y a quelque chose de... Les gens réagissent très fort aujourd'hui parce que quelque chose leur saute à la figure par rapport à cette problématique de l'intelligence artificielle. Où trace-t-on la limite dans le sable entre ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas. Mais ça, c'était évidemment des questions que l'on pouvait anticiper avant. Sauf qu'on en voit vraiment les conséquences maintenant. Donc la réaction est forte, mais la problématique n'est pas nouvelle. On en a parlé aussi avec TikTok, quand il y a eu le ban de 24 heures de TikTok, mais qu'on a fait notre instant pop, tu te souviens, on a enregistré un épisode de podcast dans ces 24 heures, mais on savait pas que ça allait durer que 24 heures. Tout de suite, on s'est approprié le sujet. Voilà, TikTok a été banni du jour au lendemain en Amérique, et c'est une surprise pour tout le monde. Alors qu'en fait, quand tu remontes dans la documentation, et tu te rends compte que ça fait des mois qu'il en était question. C'est juste que les gens n'étaient pas préparés. Alors on ne peut pas tout anticiper. Ce serait d'ailleurs malsain de vouloir s'acharner à tout anticiper. Mais cette conversation avec les intelligences artificielles n'ira absolument nulle part. Et je pense qu'il faut admettre, même si ça nous arrache le cœur et arrache le cœur de certaines personnes, que ça va changer le paysage professionnel de beaucoup d'industries. Alors peut-être pas l'animation, on ne sait pas. Et franchement, on ne s'est pas posé la question avec Julien, mais on pourrait, puisqu'on vient tous les deux de l'animation. Et qu'on a encore des contacts dans l'animation, mes meilleurs amis sont dans l'animation, on pourrait avoir un débat immense là-dessus. C'est évidemment pas le propos de ce qu'on est en train de dire ce soir, mais on est en train de dire que ces conversations ne vont aller nulle part, et on va les avoir. Donc des épisodes comme ça, évidemment, ça nous saute à la figure, mais ça n'a rien d'extrêmement surprenant, en vrai. Donc moi, je suis curieuse de voir ce que ça va donner sur, évidemment, les semaines et les mois qui vont venir. Ouais, moi je trouve ça génial d'avoir l'état d'esprit de « Ok, c'est là, comment ça peut être à mon service et qu'est-ce que ça vient m'apporter dans ma vie ? Quel est le cadeau mal emballé ?» D'aller vraiment voir ça plutôt que de passer du temps à vouloir rejeter l'évidence. Bien sûr qu'on vit l'émotion, on accuse le coup, on sent de la tristesse, un certain deuil, mais comment ça, en fait, ça peut m'apporter de la valeur dans ma vie ? Parce que pour moi, c'est ça aussi, se sentir stable à l'intérieur de soi, parce que on peut pas chercher la stabilité à l'extérieur parce que tout bouge. C'est comme si je voulais être dans l'océan et me dire maintenant j'aimerais bien qu'il y ait un seul type de vague ou que ça soit uniforme. C'est inenvisageable et c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, comment moi je peux être stable, c'est comment je suis stable dans ma manière de prendre les différents types de vagues. Et donc c'est comment à l'intérieur j'ai l'espace pour l'observer et améliorer mes compétences pour voir à quel point je peux danser en harmonie et finalement être assez continu, même si j'aurai des hauts et des bas, mais une progression qui m'emmène toujours vers quelque chose de beaucoup plus stable, parce que ça, je peux avoir la capacité de réagir de la meilleure des manières et de m'entraîner quand c'est pas le cas. Et ben, je trouve ça assez génial, du coup, de le voir comme une opportunité, comme un jeu, et de se dire, waouh, si on nous présente comme en improvisation cet élément-là, comment je suis assez créatif pour le détourner ou l'emmener dans une direction qui va m'amplifier.
c'est pas toujours évident, mais on peut demander aussi à ChatGPT des clés et des conseils parce que c'est un super partenaire pour avoir des idées et de voir en testant, en s'amusant, dire ça si je le combine avec ça et tout. J'en regarde plein des gars pas mal sur YouTube qui mélangent tiens Stia tu fais ça puis là tu pourrais mettre ça. J'ai vu des gens qui avaient des super idées sur le module image justement de 4O en faisant juste des petits des petits crowbars, fais-moi le visuel Insta ou même couverture YouTube en partant de ça, ils font des super trucs. Comment faire ma police en partant de ça, c'était tes fontes et tout. Ils arrivent à trouver des trucs, ils sont super intelligents. Et même genre fais ta photo LinkedIn maintenant, un beau portrait nickel, tu prends 3 photos de toi à l'arrache et puis tu demandes de mettre un costard ou un truc, et il te fait des trucs géniaux, tu peux te payer un photographe virtuel gratuitement pour tes photos de profil sur LinkedIn, tu vois, ou pour peut-être améliorer tes bios, tes machins, enfin tout ça c'est incroyable à quel point aujourd'hui, tu vois, waouh, on peut s'amuser, ça devient hyper créatif. Il y en a qui font des fausses factures, des faux tickets de caisse aussi. Il y en a qui s'amusent, tu vois, voilà. Ils vont jouer avec ça, ils vont tirer dans tous les sens et de la créativité naît de ça, des excès évidemment pour ensuite, voilà, comme on voyait, peut-être qu'on pourra pas trop utiliser le style de Ghibli, Pixar et tout, parce que des fois il y a un peu des bugs. Et il disait un peu qu'il y avait des droits qui étaient effectivement contournés ou détournés, donc il fallait faire attention. Mais c'est ouf à quel point il y a de la créativité dans ces espaces-là, moi, que je trouve très, très nourrissant, quoi. C'est ouf comment c'est foisonnant. Donc je le vois avec une belle opportunité plutôt que de me dire mon métier va être annulé et tout. J'aurais vu à l'époque, j'avais pas le même état d'esprit. Hein. Quand j'aurais été chez MacGuff, ça arrive, j'aurais été assez dépité, en stress et anxieux, quoi. J'étais pas le même qu'aujourd'hui avec la mentalité de l'entrepreneur qui voit les opportunités et comment il peut les transformer, quoi. Mais oui, mais c'est comme tout un chacun. Si il t'était arrivé un accident dans le cadre de ton travail qui te mettait en incapacité de travailler, je pense que tu aurais été choqué tout pareil. Parce que on ne peut pas anticiper ces choses-là. Alors, à prendre avec des pincettes quand je dis que cette conversation-là et ces épisodes-là, on peut les anticiper parce que oui, c'est pas comme si vous faites une mauvaise chute et du jour au lendemain, vous avez un membre cassé et vous pouvez plus dessiner, par exemple, dans l'animation. Je comprends aussi que de voir le danger de loin, c'est pas sentir la menace proche au point de se dire bon, je laisse tomber l'animation. Et je comprends aussi qu'on n'a pas du tout envie, quand on est dans une carrière qui nous plaît, pour laquelle on a de l'expertise, de volontairement se dire je suis un être spirituel qui comprend que l'intelligence artificielle va remplacer mon travail, du coup je passe à autre chose, dans la paix et la sérénité et sans rancune. Et puis de toute façon, ces métiers-là ne vont pas disparaître. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. On a encore des peintres aujourd'hui. Donc si on a encore des peintres aujourd'hui qui font des toiles, on aura des animateurs, on aura des gens qui vont développer techniquement les bibles d'animation, tout ça. Enfin, je ne pense sincèrement pas que ça va venir remplacer d'ailleurs l'essence d'un Hayao Miyazaki et de ce qu'il fait. Une intelligence artificielle n'a pas d'âme et n'en aura jamais. Donc à partir de là, on est plutôt exclusif, nous les humains, sur ce domaine-là. Et rien que pour ça, je pense qu'effectivement, on a des ressources infinies, davantage infinies que les intelligences artificielles pour nous renouveler dans la créativité et notre épanouissement personnel. Mais je conçois que pour les professionnels de l'animation, pour les photographes, pour les gens qui sont dans des carrières qui leur plaisent, dans lesquelles ils sont experts, il y a un vrai souci existentiel à se dire, mais c'est pas possible que ça se termine comme ça, quoi. Mais l'invitation, c'est effectivement de se dire, peut-être que si, ça va se terminer comme ça pour la majorité d'entre eux. C'est une invitation. Je ne sais pas, je ne le leur souhaite pas. Ce n'est pas du tout un message de mauvais augure, mais c'est une possibilité. Et tu vois, je voyais sur mon Insta une personne qui est passée pour dire « Apprenons à nos enfants un modèle différent de celui qu'on a connu, puisque les temps sont en train de changer, qui n'est plus de l'ordre de « je fais des études, j'ai un métier ». Que je file toute ma vie et je pars à la retraite. Non, quelles sont mes compétences, quelles sont mes valeurs, déjà tout jeune, et avoir plusieurs métiers qui mettent ça en avant, 4, 5, apparemment statistiquement, pour la génération de nos enfants, ils auront entre 4 et 5 métiers différents dans leur carrière, et fonctionner sous cet angle-là, ou en tout cas appréhender ce que serait un avenir professionnel sous cet angle-là, pour éduquer nos enfants à effectivement la souplesse, l'acceptation du changement et un modèle professionnel différent que celui qu'on a connu. Alors encore une fois, c'est une grande inconnue. Donc comment est-ce que ça va se développer ? Est-ce que c'est pertinent que je dise ça et est-ce que ça va se passer comme ça ? Je ne sais pas. Mais c'est toujours une invitation à la réflexion. Yes. On continue ?
Voilà, donc ça, c'était le mois de mars. Alors, avril, finalement, ça va aller assez vite. Parce que on va vous donner les grandes symboliques, mais du coup, on ne sait pas comment ça va se présenter dans votre vie. Donc, ce sera intéressant de faire un peu la rétrospective une fois qu'on sera arrivé fin avril, début mai. Ou peut-être à mi-parcours, comme on l'avait fait la dernière fois, parce que c'était intéressant. Ouais. On va voir. Si on sent que ça bouillonne et que c'est le chaos et que on viendra faire un petit épisode supplémentaire. Avril est en fait également assez chaotique, un peu comme Mars. Je suis pas la seule à le penser. Quand j'ai commencé à vraiment me pencher sur l'astrologie de ce mois d'avril, j'y voyais pas très clair. Et en fait, j'attendais de voir ce qu'en disaient certains astrologues, notamment américains, que je suis sur YouTube, et je voyais que ça postait pas. Et la fin du mois se rapprochait, et je voyais que les épisodes mensuels de podcast ne se postaient pas. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont tous attendre le 31. Et effectivement, sans grande surprise, il s'est passé 2 choses. La première chose, c'est que comme on a eu une éclipse le 30 mars, et Neptune en bélier, qui est quand même un gros truc qui n'arrive qu'une fois tous les 14 ans, changement de signe, mais une fois tous les 165 ans, que Neptune rentre en bélier, les astrologues attendaient que ça se passe pour voir comment ça allait se manifester dans l'actualité. Et puis, la deuxième chose, c'est que ils avaient bien essayé de se pencher sur l'astrologie d'avril, mais en fait, c'est tellement chaotique que c'était très difficile à articuler. Donc du coup, ça m'a rassurée. Je me suis dit, je ne suis pas si nulle que ça. Si même les grands pontes sont en train de se dire, ça va être compliqué de faire des épisodes sur l'astrologie d'avril parce que vraiment, on n'arrive pas à interpréter, on ne sait pas comment articuler le chaos en fait. Donc ça a posté entre le 31 mars et le 1er avril quand même, mais il y a quelque chose d'assez unanime de l'ordre de avril. Ça peut partir un peu dans tous les sens quand même. Alors, on va séparer avril en 2, parce qu'il y a 2 grandes dynamiques sur ce mois d'avril. La première dynamique, c'est que les rétrogrades s'arrêtent. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. On a donc la rétrograde de Mercure qui s'arrête le 7 avril. Donc on y est presque. Là, on enregistre cet épisode le 3. J'imagine qu'il sera posté demain le 4. Ça va dédramatiser quelque chose de l'ordre de notre mental et notre façon de communiquer avec les autres. Je vous rappelle que en mars, là, on venait de sortir d'une Mars rétrograde, et donc on était dans un terrain où le Mars était encore très irrité. Le Mars, c'est l'énergie du bélier, l'énergie guerrière, la colère, la frustration, l'attaque, les épisodes bouillonnants et colériques. Je crois que colère, c'est vraiment le mot qui est ressorti. Moi, je l'ai vraiment incarné, probablement pendant le Mars rétrograde, mais surtout avec les éclipses et le passage de Neptune en bélier qui est gouverné par Mars. Donc tout ça, c'est en lien, évidemment. Mais du coup, notre Mercure rétrograde et notre Vénus rétrograde étaient teintés quand même d'un terrain où on avait été frustré, où on avait été, notre colère était refoulée, où on avait ce terrain inflammé, enterré dans notre corps, qui nous a pas aidé à vivre nos rétrogrades de façon paisible, on va dire. Ok. Au-delà des problématiques que nous posent la Vénus et la Mercure rétrograde, le Mars rétrograde avait laissé quand même des séquelles. Donc, le Mercure passe direct. On va se détendre un peu mentalement, mais on souffre encore de cette énergie martienne qui est stimulée dans tous les sens. Ok. Donc, pour les gens qui ont un naturel un peu colérique et qui ont des placements qui viennent se faire gratter par les différentes éclipses qu'on a eues et tout ça, ça va pas du coup s'apaiser tout de suite. Ok. Mais on passe à autre chose dans la théorie et l'énergie suivra. J'espère que ça vous rassure. Ce qu'il faut voir, c'est que Mercure repasse direct, mais comme on a eu une rétrograde, elle revient pour la 3e fois explorer un territoire déjà connu. Donc le dossier de la Mercure rétrograde ne sera fermé que le 26 avril à peu près. Ok ? Donc direct le 7 avril, mais ça nous emmène encore jusqu'au 26. Ok ? Dans le territoire. Et après, c'est nouveau territoire, nouvelle problématique, ok. On a la Vénus qui va passer direct également. Ah, la 2e rétrograde qui s'arrête, elle, ce sera le 13 avril. Mais pareil que Mercure, le dossier ne se ferme pas le 13 avril. On a quelque chose qui se détend,
parce qu'on a vu les choses qui étaient cachées, on a certainement mis des nouvelles façons de fonctionner en place, mais maintenant, on est sur ce terrain, revisité donc une 3e fois, où on expérimente les changements. Donc ça va nous emmener jusqu'au 15 mai. Okay, donc fin de rétrograde le 13 avril pour la Vénus, mais jusqu'au 15 mai, on expérimente. C'est un territoire connu, mais on a des façons de faire différentes. On se positionne différemment dans notre relation, nos relations, notre relation à l'argent. Voilà, donc ça amène quand même son lot d'inconfort. On va pas se mentir. Mais c'est deux facteurs limitants soulevés du coup de notre quotidien. Donc ça c'est chouette. C'est la première partie d'avril. Notre Vénus directe, 13 avril, tombe exactement le même jour que la pleine lune en Balance. Et ça, je trouve ça chouette. Parce que on a des aspects un peu irritants et confrontants à cette pleine lune en Balance, mais on en parlera après. La pleine lune en Balance, la Balance est gouvernée par Vénus. Vénus qui passe donc direct ce jour-là. Donc, je trouve ça plutôt chouette d'avoir une énergie de pleine lune sur une Vénus qui se libère, qui réapparaît dans le ciel. Et qui en plus est dans le signe du Poisson. Elle est exaltée en Poisson, donc elle est contente en Poisson. Donc non seulement ça repasse direct, mais elle est plutôt... elle est sortie des profondeurs, mais elle est en pleine forme. Vous voyez, elle est en pleine forme à la sortie de ses profondeurs, cette Vénus. Donc finalement, on est assez positionné par rapport au changement qu'on a fait, même si c'est un peu précaire parce que c'est nouveau. On est bien dans cette nouvelle équilibre trouvé par rapport à nos ressources, nos valeurs, ce qui nous apporte de la joie et du plaisir. Vous voyez ? Donc une Vénus bien incarnée sur cette pleine lune. Alors, elle est quand même en carré de Mars. Hein. C'est pour ça que je dis qu'on est un peu inflammé. Mars, nos frustrations, nos colères, c'est pas encore réglé. Il est encore là. Il est dans l'angle mort de la pleine lune. Il est quand même en train de dire ouais, mais je suis quand même toujours un peu vénère, quoi. Je suis content des changements que j'ai faits, mais je sais pas, je suis frustrée, je voudrais m'incarner dans ce truc, mais vous voyez, il y a de l'irritation encore. C'est pas complètement détendu, mais ça reste une pleine lune que je trouve belle et puissante quand même, et ça fait du bien après ce par quoi on est passé. Donc première partie d'avril, on enlève les freins qui nous pesaient en mars. Ça c'est chouette. Deuxième partie d'avril, on introduit des nouveaux freins. On introduit des nouveaux freins. Mais c'est le jeu, c'est la danse astrologique. On va avoir une opposition Mars-Pluton. On va avoir une opposition Mars-Pluton. Alors, est-ce que j'ai noté la date ? C'était bien ? Ouais. 27 avril. Donc, vous voyez, on est à la fin du mois, il se rapproche tranquillou, donc la tension monte quand même un petit peu pendant avril. Mais c'est vraiment en opposition nette et précise le 27. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ? Mars et Pluton sont similaires. Je dis ça avec des pincettes. Mars, on l'a vu, c'est la colère, c'est le guerrier, c'est l'énergie du bélier. Hein. Mars qui gouverne le bélier. C'est considéré comme un maléfique dans l'astrologie moderne, même si on se détache de ces termes. Et c'est pareil pour Pluton. Et quand ils sont en opposition, alors on considère que Pluton, c'est un peu le nouveau Mars. Je veux pas vous dire de bêtises avec les termes que j'emploie parce que je vous rappelle que moi, j'ai fait tout mon apprentissage astrologique en Angleterre. Donc j'ai tous les termes en anglais et pas en français. Donc j'essaie de vous les traduire, mais si j'utilise pas les termes purs et durs des astrologues français, c'est normal. Pluton, il a été découvert bien après Mars, puisque Pluton ne se voit pas à l'œil nu. Et Mars, tant qu'il n'y avait pas Pluton, gouvernait le signe du Bélier et le signe du Scorpion. Il avait 2 signes à lui, Mars. Si je vous dis pas de bêtises, il y a que Mercure et Vénus qui ont 2 signes à eux aussi dans l'astrologie traditionnelle. Les autres, ils ont juste un signe. Pluton arrive dans la Balance et Pluton récupère le Scorpion. Donc Mars gouverne le Bélier et Pluton gouverne le Scorpion. Le Bélier, notre guerrier, tous les archétypes qu'on a définis précédemment, et le Scorpion, où gouverne Pluton, c'est la mort, l'arme atomique, la désintégration, le compostage, évidemment
avec cet archétype-là vient l'archétype de renaissance. La saison du Scorpion est une saison où les feuilles sont tombées des arbres, mortes sur le sol, mais vont créer la matière première, le compost, la protection qui va faire passer l'hiver aux graines et les nourrir pour la renaissance du printemps. Voilà. Donc on est sur 2 archétypes de destruction. On est sur un Mars qui est le guerrier primaire. Je sais pas, Achille avec sa anse et son bouclier. Ouais, hein. Mais Pluton, il y a quelque chose de plus sophistiqué là-dedans. Et c'est une planète plus récente dans sa découverte. Et va avec cette planète la symbolique de l'arme atomique. Donc on est dans quelque chose d'encore plus destructeur que le guerrier de Mars. Parce qu'on n'est pas sur une personne qui a une mission donnée par les dieux et qui y va avec sa lance et son pagne et tout transpirant et en hurlant sous le soleil grec. Tu vois, ça me fait un peu penser à 300 aussi. Tu vois, ça c'est très martien. Mais le plutonien, c'est autre chose. Le plutonien, on n'est pas sur de la guerre avec une mission, on est sur la disparition, je sais pas si je vais arriver à conjuguer ce verbe correctement, l'annihilation du vivant. Possiblement sans but également. Hein, c'est un petit peu la violence, enfin c'est pas la violence, c'est la destruction aveugle, quoi. Du coup, les deux en opposition, c'est intéressant parce que ça nous parle de déconstruction, de violence, on n'oublie pas que Mars qui gouverne le Bélier nous parle aussi quelque part de futurisme parce que c'est l'initiation, c'est la mise en essence de quelque chose, mais le Pluton vient quand même quel est le terme que j'utiliserais, désintégrer ce qui est déjà en existence. Donc je trouve que c'est très intéressant là où on se situe parce que ça nous parle finalement de renouveau. Mais avec des agressions, des violences, des épreuves attentistes, je sais pas si ça se dit. Vous voyez, on sait pas trop quelle forme ça va prendre. C'est naturel, mais en même temps, ça a le potentiel d'être injuste, désagréable, violent, imprévisible, sanguinaire. Vous voyez ? Alors, encore une fois, hein, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. La fin de quelque chose ne va pas sans le renouveau. Ok, mais on est quand même sur une dynamique qui vient nous parler de disparition avant tout. Ok, donc ça, je vais vous donner des dates parce que c'est intéressant de vous pencher là-dessus. Ce sera la troisième opposition de Mars-Pluton qu'on a eu ces derniers temps. On en a eu une première le 3 novembre 2024. Donc là, il va falloir regarder les agendas, les amis. Qu'est-ce qui s'est passé autour de votre vie, qui a été désintégré, secoué, pris d'assaut, comme une forteresse, et qui est tombé autour du 3 novembre 2024. Ensuite, vous allez regarder le 3 janvier 2025. Pareil. On a eu la deuxième opposition. Et nous allons voir ce que ça va donner le 27 avril 2025. Si vous ne trouvez pas, et si ça ne vibre pas avec vous, ça ne veut pas dire que ça n'a aucun sens. Il faudra peut-être revenir plus tard. Peut-être que vous ne voyez pas le sens encore, parce que les répercussions seront plus tard cette année. Vous voyez, Mars, il a eu une sale année, on va pas se mentir. Hein. Mars, il a passé beaucoup de temps en Cancer, parce qu'il s'est pris une rétrograde, beaucoup plus de temps qu'il ne passe dans n'importe quel signe en général, et il est pas heureux en Cancer du tout. Hein. Pas du tout. Le Cancer, c'est gouverné par la Lune. Hein. Donc Mars en Cancer, il a été inondé, il a été, sa nature a été violentée et il y est resté longtemps. C'est pas une super année pour cette planète-là. Donc là, de se retrouver en face de Pluton, ça va revenir frotter des trucs sur le thème de la violence et de l'attaque de quelque chose. Voilà. Mais par contre, je veux pas vous dire à quoi ça va ressembler, je sais pas. Je sais pas. Même pour moi, à l'échelle de ma vie, je sais pas. C'est dur de se projeter dans tous les cas, c'est pour ça que c'est bien d'avoir le retour après, parce que c'était très difficile à imaginer en ayant fait l'astro-coaching de Mars, quoi. Donc il y a de la curiosité, il y a un peu de la fébrilité de ma part de me dire merde encore, qu'est-ce qui va se passer, de la violence.
Mais évidemment, hein, s'il y a des choses qui se placent, qui se positionnent, de l'inconfort, mais comme d'hab, après on sera content de dire ah voilà, on vient de passer ça et on pourra en parler ici, quoi. Oui. Puis la violence, elle peut prendre plusieurs formes. Se faire violence, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Fais-toi un peu violence parce qu'il faut que tu changes de carrière. Fais-toi un peu violence parce que cette offre que tu caches, Neptune en Poisson, depuis des dizaines d'années, il faudrait la mettre en lumière. Bélier, qui est gouverné par Mars, encore. Vous voyez, ça peut être à l'échelle de l'individuel cette forme de violence-là. Juste se secouer et rentrer dans une énergie qui va être de toute façon plutonienne. Parce que tu changes de carrière, il faut désintégrer quelque chose. Ouais, je le vois se jouer comme ça aussi. Hein. Je suis ascendant Bélier, donc moi mon Mars est très présent dans mon thème. C'est mon maître ascendant, donc il gouverne mon thème. Il est vraiment venu me frotter ces derniers temps, ça va continuer sur cette année. Je vois qu'il y a des changements dans ma vie, dans mon positionnement, dans mon professionnel. C'est pas agréable. Et franchement, oui, je me fais violence. Et puis des fois, je fais violence aux autres aussi, puisque je me sens, par exemple, très énervée. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est pas si simple que de s'en rendre compte pour que les gens autour de moi n'en pâtissent pas. N'est-ce pas, Julien? Vous voyez, ça peut se jouer sur ces espaces-là, une irritation, une envie de tout changer, de faire du tri, mais l'inconfort de se dire qu'on va changer nos habitudes et ce tri, qu'est-ce que ça va faire du bien après, mais qu'est-ce que c'est pénible pendant. Vous voyez, ça peut prendre tout un tas de définitions sur la petite échelle de votre vie. Et puis effectivement, si on veut être complètement dramatique, on peut parler des états de guerre dans le monde, mais il y en a de tout temps des états de guerre dans le monde. Donc je pense pas qu'il faille tomber, surtout sur du prévisionnel comme ça, dans quelque chose de dramatisant. On verra ce que ça donne. Top, tout ça pour avril et ce bilan de Mars, et ouais, ça nous donne des pistes d'éclairage, mais là, il y a un côté... T'en avais parlé aussi, je crois, dans le deuxième Astro Coaching de Mars, ou dans le premier, c'est l'idée de lâcher prise et de faire confiance à la vie de toute façon, tu vois. Alors, merci de dire ça, parce que je trouve qu'il y a un concept qui est très intéressant, là-dedans. Si on continue à parler du feu, le Bélier, Mars, on est sur le feu cardinal, le feu primaire. Je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant de se dire, puisque ça va être tout feu, tout flamme, ce rapport au Bélier qui est constamment frotté toute cette année-là, ce Mars qui est pas content et qui a été rétrograde et qui rétrograde en Cancer, qui reste 107 ans dedans, qui ressort, qui va aller en Lion, donc il sera bien en Lion, mais après une année terrible. S'il faut faire de ce feu un allié, un assistant, comment est-ce qu'on pourrait le voir en fait? Quelle analogie on pourrait prendre? Et je t'en parlais tout à l'heure, je trouve que c'est le feu de la résurrection. Je pense l'analogie la plus intéressante à exploiter aujourd'hui. Comme le feu, l'expérience du phénix. Vous voyez? Puisqu'il est là, pourquoi ne pas l'embrasser? Enfin, c'est le terme qu'utilisent les Anglais, embrace. Pourquoi ne pas l'embrasser, l'intégrer et l'incarner pour certaines formes qu'il est qu'on ne voit pas forcément dès le début. Par exemple, le feu purificateur, qui passe pour te défaire, te déconnecter, couper les liens avec ce qui ne te sert plus. Il y a plein de gens, quand ils font le tri dans leur maison, qui jettent des choses. Alors, soit tu peux aller à la déchetterie, soit tu peux mettre dans tes poubelles, soit tu fais un bonfire, comme ils disent les Anglais, un feu de joie, dans ton jardin, et tu brûles les photos. Et c'est hyper symbolique, mais ça parle justement symboliquement à tout le monde. On est peut-être dans un feu qu'on peut considérer comme ça également. Pour passer de l'ancien au nouveau, on peut aussi imaginer un mur de feu purificateur, qui serait le panneau entre l'avant et l'après, et il faudrait traverser. Et peut-être qu'il nous prend tout, ce qui était associé à notre passé professionnel ou à cette relation passée, mais peut-être que c'est ok pour justement rentrer dans quelque chose de nouveau.
Et puis il y a aussi cette analogie de la flamme dans le tunnel sombre. Le feu peut aussi te guider. Suis la lumière au bout du tunnel. La lumière au bout du tunnel peut être effectivement l'issue du tunnel. C'est le jour. De l'autre côté, t'as trouvé la sortie. Mais si t'es dans le cœur des entrailles du chemin que tu es en train de parcourir et que tu parcourras peut-être tout le temps que ce Neptune sera en bélier pour assumer ta spiritualité et tes outils énergétiques et ta présence en tant que accompagnant du mieux-être et du bien-être. Du bien-être, je pense que ça peut être une bonne... C'est bien, c'est un très bon terme, le bien-être. J'ai envie de le dire depuis tout à l'heure. Le bien-être. Cette lumière que tu vois au bout du tunnel, si ça se trouve, t'es en plein milieu du tunnel et c'est une flamme qui te guide comme un feu follet. Je pense pas que les feux follets guident, hein. C'est pas n'est-ce pas dans ces contextes-là, mais vous voyez, puisque on ne peut pas se défaire du feu et que le feu est chaotique là, entre toutes les dynamiques par lesquelles il passe et tous les angles où il se fait frotter, où il apparaît, où il disparaît, pourquoi ne juste pas lâcher prise et d'une certaine manière évidemment et se laisser guider et assainir par ce qui nous arrive. Parce qu'à un moment donné, si on veut avoir les rênes en main constamment, on laisse jamais la place à l'univers et les plans de l'univers pour s'agencer dans nos plans en fait. Il faut qu'il y ait de l'espace. Et même dans des moments chaotiques comme ça, ou parce que de gros archétypes viennent nous dire que ça parle de violence, que ça parle de changement, que ça parle de chaos, on a envie peut-être de resserrer la protection autour pour subir les éléments. Mais en fait, peut-être qu'il faut faire l'inverse, juste faire, reddition et passage au travers du mur de flamme et se dire, avoir cette forme de foi, peut-être aveugle, peut-être mal placée, je ne sais pas, on le verra quand on sera passés tous de l'autre côté, cette fois que de l'autre côté, un plan nous attend également. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, abandon, lâcher prise, et là, il y a une part de moi, c'est cool. On fait confiance, on y va. Et ouais, tu vois, comme j'ai vu la personne qui est arrivée tout à l'heure, là, qui vient boucler au dernier moment le PKS, les nouvelles personnes qui arrivent, il y a un côté genre, t'inquiète pas. Même s'il y a eu pendant une semaine et demie, genre, tiens, il y a plein de monde, il y a plus de monde, il y a des mini-peurs qui remontent, mais en fait, non. Viens, on fait confiance. Tu vois, il y a une espèce de... c'est bon là, il y a vraiment envie de faire confiance et de se laisser porter, qu'on a ce qu'il faut au bon moment et que il suffit juste d'avancer, de se reposer en chemin. Ouais. Donc il y a un truc assez calme, tu vois, pour avril, quoi. On verra ce que ça va donner, mais... Alors, le 27 avril, le même jour qu'on a l'opposition Mars-Pluton, on a la nouvelle lune en Taureau. Et je trouve ça intéressant, et on l'a vu dans notre entourage. Dans ce chaos, lâcher prise, ça peut être, et c'est l'invitation de la nouvelle lune en Taureau. Le Taureau, gouverné par Vénus, très pragmatique. Très pragmatique. Vénus vient de se faire une rétrograde quand même. Le Taureau nous parle du toit sur la tête, de la nourriture sur la table, des finances qui sont gérées et des relations qui sont assainies. Cette nouvelle lune nous invite également à nous rendre à l'évidence et lâcher prise si, pragmatiquement parlant, il faut retourner dans le salariat. Et on en a vu dans notre entourage. Le Taureau, c'est pragmatique. Cette nouvelle lune, c'est la première nouvelle lune après la saison des éclipses. Donc après, ça secoue tout le monde et on fait des changements d'air et de dynamique et de... Si vous vous rendez compte que le chaos qui nous entoure en ce moment, qui est bien sûr terreau d'opportunités, mais également d'insécurité, vous trimballe dans tous les sens et vous met dans l'incapacité de payer vos loyers, vos factures d'électricité et la nourriture pour vos enfants, retourner dans le salariat, c'est ok. Hein. Le Neptune en bélier, il va rester là 14 ans. Les personnes dans la spiritualité, l'énergétique, &co, qui veulent être auto-entrepreneuses, elles ont bien 14 ans pour rester dans le thème de l'incarnation. Ok ? Donc si vous devez prendre un boulot pour 6 mois, pour 1 an, pour 4 ans, c'est l'invitation qui arrive là, fin avril, de réviser ça. J'ai pas prévu de retourner dans le salariat, mais j'en suis pas au même niveau que plein de personnes aussi qu'on peut accompagner et qu'on a vu autour de nous, mais ouais, c'est cool. C'est aussi cool, allez, on retourne à un chalet d'étape, on se requinque et puis on repart sur l'ascension au moment où c'est le plus juste, quoi.
C'est ça, c'est une forme de lâcher prise. Mais alors, lâcher prise n'est pas Tout est abandonner. hein. Ouais, bien sûr. N'est pas abandonner si c'est votre projet de cœur. Juste lâcher prise pour aujourd'hui, pour cette année, pour le temps qu'il vous plaira. Et sachez que il est toujours temps de réinitier le projet neptunien. Et en vrai, c'est plus facile de le faire, ton projet, quand t'es en démarrage et que t'es salarié à côté. Si t'arrives à te laisser un vendredi à 80%, t'as juste à créer un contenu, avancer, faire un peu tes rendez-vous découvertes et de plus du tout avoir la pression financière. C'est trop bien, quoi. Mais en vrai, plein de personnes vont avoir besoin de cette pression pour avancer. Et moi, le premier, hein, maintenant, c'est plus mon moteur, de moins en moins. Mais c'est ces schémas de survie et ces excitations de stress, d'anxiété qui nous met en mouvement. Et on peut aller chercher ça inconsciemment. Et comme moi, avoir tout quitté très rapidement, alors j'aurais pu faire ma transition entre MacGuff qui m'aurait laissé 3 jours et 2 jours après sur mon activité. Mais moi, ça me brûlait trop les doigts. J'avais envie que ce soit tout de suite maintenant. Alors j'aurais pu prendre ce temps de ouf. Mais bon, j'avais besoin de sortir d'un coup pour que ça soit beaucoup plus facile pour ne pas me retourner, tu sais, et de le faire qu'une fois que ça y est, je me sens plus ancré parce que je flippais ma race de me dire peut-être je fais une énorme connerie. Donc viens, on y va à fond. Et en vrai, prenons notre temps et surtout quand on a un salariat, des économies, un chômage, vous avez juste à être régulière. Faites juste un contenu dans la semaine, vous rencontrez des gens, vous développez votre expertise, vous vous formez comme au PKS et vous pratiquez avec des personnes qui vous payent pas juste pour vous entraîner. Vous testez plein de choses et vous voyez ce qui marche, ce qui résonne. J'ai encore repivoté, là je voulais faire un atelier sur le pitch et la prise de parole au début payant, ensuite gratuit. Et ensuite, j'ai vu que c'était pas le thème, donc je vais repivoter. Au lieu que ce soit la prise de parole bien, on va faire sur la santé mentale de l'entrepreneur. Bim, j'ai quasiment rempli, il me reste plus que 2 places, quoi. Tout de suite, j'ai vu la différence. Et je le sais maintenant, quand ça rentre pas, c'est qu'il y a effectivement, il y a un truc qui est pas tout à fait aligné. Viens, on essaye. Et puis une autre fois. Et en fait, quand il n'y a pas de pression, c'est beaucoup plus joyeux. Comme j'avais de l'argent qui est rentré, l'appart qui se vend. D'un coup, il y a un espace qui s'est fait où je peux jouer, je peux m'amuser. Tiens, je refais un autre atelier. Je l'ai rempli. Il y a 20 personnes là demain sur les légitimités. Quasiment, je crois, 18. C'est trop bien. Je m'amuse et je teste et je continue à planter des graines pour des personnes qui vont dire allez, maintenant je viens voir Julien, je vais le payer parce que là ce que j'ai vu ça m'a aidé, c'est le bon moment parce que le taux de conversion et surtout la conversion et le temps de conversion par rapport à votre découverte peut être long, hein. Il y a peut-être des gens ils vont mettre 6 mois avant de vous payer, moi je l'ai vu là, ils ont mis un certain temps, il y en a qui sont arrivés tout de suite et en une semaine c'était plié. Mais ça, vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Par contre, si vous êtes régulier et régulière, vous savez que vous faites le taf et que vous en arrivez aussi à des compétences vachement plus maîtrisées. Moi, j'en arrive aujourd'hui, avec ma pratique, à pouvoir ne pas trembler quand je vais faire ça avec un entrepreneur vendéen et de rester dans mon cadre, dans mon axe, parce que je l'ai bien assez répété et que je me suis entraîné à lancer des paniers pour faire du 3 points, quoi. Donc, je ne perds plus mes moyens quand je suis en train de faire un vrai match face à des spectateurs et une intensité plus grande, quoi, parce que je suis préparé. C'est vraiment ça, hein. C'est quand on est préparé, il y a une phrase comme ça autour je crois que c'est la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité, je crois. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Finalement, c'est parce que vous êtes prêt que vous voyez l'opportunité, que vous la saisissez, que vous marquez un but et que waouh, il se passe quelque chose. Bah oui, moi il me rend compte, il m'a jamais vu avant, enfin, un petit peu. Je fais une séance PKS avec lui, j'ai du bagage derrière, quoi. Il y a un truc qui fait que waouh, souvenez-vous quand vous tombez sur une page Facebook, Insta ou un compte YouTube et que vous dites waouh, mais il était passé où lui, ou cet artiste, souvent ça me faisait ça, et vous tombez sur un truc genre mais c'est incroyable tout ce que cette personne a créé, ce qu'elle a fait, ou toi tu tombes sur la Zodiac Academy, il y a 12 bouquins de 500 pages. Quand t'arrives, tu dis waouh, et je suis passé à côté de ça. Génial, maintenant il y a toute une personne, tout un univers des musiques et tu relis que telle musique que t'as entendu 1000 fois dans une trend de Reels, en fait c'était de ça. C'est incroyable tout ce qui se découvre, mais c'était là, hein, ça a toujours été là. Moi c'était pareil, et vous c'est pareil. Puis vous développez, puis à un moment en fait on tombe sur votre compte, mais c'est excellent ce qui se passe là. Ou une personne amplificatrice qui va dire mais toi viens sur mon machin, ou viens dans ma boîte ou je ne sais quoi, viens dans mon club, dans mon réseau, et bam. Comme ça qu'on a découvert les Beatles, hein, ils avaient déjà fait je crois plus en moyenne 2000 concerts avant qu'ils soient vraiment connus. 2000 concerts, imaginez à quel point vous êtes bon musicalement et que vous savez jouer ensemble. Donc on vous découvre quand vous avez 2000 concerts dans les pattes. Les gens vont faire mais ils sont extraterrestres. Bah non, ils ont juste entraîné longtemps. C'est tout, quoi. On s'est amusé hier à regarder les chaînes d'astrologues que je suis. On est allé regarder leurs données.
Et on regardait le nombre de vidéos qu'ils avaient postées sur leur chaîne YouTube depuis la création de leur chaîne et quand est-ce qu'ils avaient créé leur chaîne. Et on s'est rendu compte qu'en moyenne, leur chaîne était créée depuis 12 ans. Et je crois que le minimum de vidéos qu'ils ont postées, mais alors attention, on parle pas de petites vidéos, hein, on parle pas de short, on parle de 45 minutes, 1 heure de vidéos à chaque fois. C'est entre 500 et 2000, je crois. On avait vu un compte qui était à 2000 vidéos. Hein. Et alors effectivement, nous, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le sommet de l'iceberg. Moi, ce que je vois, c'est que certaines personnes que je suis en astrologie, par exemple Pam Grégory, en une journée, elle fait 30 000 vues. 30 000 vues en une journée. L'astrologie podcast, d'ailleurs je me suis trompée, c'était rigolo. Je disais, ils ont fait que 1800 vues. Ah ouais, non, mais ils ont posté il y a 1 heure. Et là, ils ont fait, 45 000 vues en 3 jours. Enfin... Et évidemment que ça nous saute à la figure. Waouh, c'est incroyable. Mais quand tu vas voir depuis combien de temps ils font ça et combien de vidéos ont été postées, du coup, régulièrement ou relativement régulièrement, tu te dis, ben oui, peut-être qu'effectivement, on en reparle dans 12 ans en ce qui nous concerne. On va être les mêmes. Nos shorts vus par 10 000 personnes en 1 seconde, tu vois. Mais le dénominateur commun, comme on l'a déjà dit, c'est l'entraînement et le fait de juste venir régulièrement et de pas lâcher, quoi. De pas lâcher. Exact. Chouette. Voilà. Alors moi, j'ai fait le tour de l'astro. En tout cas, des éléments qui me semblaient le plus important. Vous m'excuserez, j'ai dû encore une fois faire des choix. Hein. J'ai dû faire des choix et faire du tri. Mais je trouve que on est pas mal là, dans les choix qu'on a faits. Je trouve que ça encadre bien ce qui va nous arriver symboliquement parlant sur avril. Qu'est-ce que tu retiens, toi, s'il y avait un truc que tu devrais retenir ? Lâcher prise, tu vois. Il y a cette idée de je fais confiance à plus grand et que je sais que ça se passe à l'intérieur de moi et que ce qui me faisait peur en mars s'est très bien passé, donc il y aura forcément un beau cadeau. Et que je vais pas perdre le cap et que je rebondis assez vite. Donc ouais, non, il y a vraiment l'idée de je m'abandonne, je fais confiance. Et je suis curieux aussi de voir, trop hâte de voir et de regarder après, en globalité, comme mon avis, tiens, ChatGPT, tiens, telle date, tel machin et tout, de voir à quel point tout ça danse. Donc j'ai hâte de voir un peu les surprises que ça nous réserve. Je suis content de pas avoir les clés, je préfère avoir des tendances, mais ça va forcément être surprenant. Donc je suis très heureux et je sais que ouais, on est sur une belle vague. Grandissante dans ce que je vais faire et tout, donc je suis très content. Ouais. Et toi ? Moi, j'ai préparé l'astrologie, donc je retiens plein de trucs. je retiens plein de trucs, mais je crois que ce que je retiens le plus, c'est le Neptune en Bélier. Pour moi, c'est une vraie porte d'entrée pour l'incarnation des gens qui travaillent avec les disciplines de l'invisible, et je trouve ça super exciting, super excitant, comme diraient les Anglais, encore une fois. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, sachant que Pluton est en Verseau. Donc on est dans l'ère du Verseau, on est dans l'ère de la technologie, des ondes. Je pense qu'il va y avoir des choses dans ces 14 ans de Neptune en Bélier qu'on est dans l'incapacité totale d'anticiper. Impossible. Comment t'aurais anticipé ChatGPT il y a 2 ans, quoi, tu vois ? C'était, d'ailleurs, je regardais, peut-être tu vérifieras la date si ça te parle, mais c'était sorti le 30 novembre 2022. Tu pourras regarder quelle est la symbolique. Ouais, mais en vrai, on peut faire des thèmes sur la création de plein de choses en fait. Hein. Tu peux faire des thèmes de tableaux. Tu peux faire évidemment que ChatGPT a son thème de naissance, sa charte de naissance comme tout un chacun. Et donc ça va nous parler de certaines dynamiques. Par exemple, la 5e République. Si vous sortez son thème de naissance. Alors, est-ce que c'est l'ascendant ou le signe solaire en Balance ? La 5e République a un très beau terme, mais tu peux faire ça, du coup, pas que avec les personnes. Très intéressant. Mais tu sais, non, aussi dans les dynamiques astrologiques, c'est comme on l'a vu là pour le 31 mars ou autre, il y a peut-être des moments clés comme ça, type Neptune. Surtout, ça te permet de faire des lectures avec ce qui se passe aujourd'hui en plaquant le thème de naissance de ChatGPT. Après, je suis pas si intéressée que ça, mais moi, ce que je vois surtout, c'est que dans mon ressenti, ChatGPT, c'était avant-hier que ça n'existait pas, tu vois. Alors, on peut argumenter que 2022, c'est un peu avant-hier, mais je pense que ça traduit vraiment ce sentiment d'accélération et on en a déjà parlé, mais on va continuer à en parler, les amis. Il y a un
truc-là. Et on le sait. On le sent, vous le sentez. De l'ordre de l'accélération, ça va tellement vite que ça nous dépasse complètement. C'est pas juste qu'on est en train de créer quelque chose qui nous dépasse, c'est que tout va, du coup, très très vite maintenant. Ouais, c'est clair. C'est Donc, pour ça que toujours c'est très... rester en présence et en vigilance, mais aussi assouplir ce muscle du « on ne peut pas tout anticiper, tout appréhender ». Et si vous y croyez, si vous vous êtes incarné à cette époque-là, extraordinaire, à l'échelle de l'humanité, j'en suis persuadée, mais on fera le bilan à la fin de notre vie, c'est pas pour rien. Donc embrassez le tour de manège ou les montagnes russes, choisissez votre analogie, et dites-vous que vous n'êtes pas là pour rien, vous avez choisi d'être là, donc faites-en bon usage, en vrai. Très bonne conclusion, et je suis tout à fait d'accord, et je suis très excité par tout ce qui va se présenter, parce que c'est inenvisageable, et ça va être genre, waouh, c'est inenvisageable même dans 6 mois, comment le monde aura bougé déjà. C'est incroyable. Donc ouais, restez connectés, suivez-nous, regardez tout ça, commentez, likez comme d'hab, allez sur nos Insta respectifs, découvrez nos propositions, nos offres. On a un super coaching qui arrive en groupe avec Camille, offert sur Instagram mardi de midi à 13h. C'est pas mardi 8 avril ? Non, c'est lundi mardi 7. 8. Non, lundi 7, c'est avec Réveillé, mais on offre un coaching... Oui, c'est vrai. Oh, excusez-moi, c'est Mercure rétrograde. sur les portes ouvertes de nouveau de Réveillé, si vous voulez vous faire coacher, venez le mardi sur Instagram, mardi 8 avril, de midi à 13h, peut-être avec un peu plus de rab. Et puis écoutez ma chaîne aussi de podcast, et Elle est encore un coach, ma chaîne YouTube. Eugénie aussi a sorti de nouveaux épisodes sur The Wishing Well. Son accompagnement arrive aussi, une proposition d'accompagnement déjà. Puis voilà, le PKS reviendra, là il fait une pause et je fais la formation au mois de juin, je pense. Je vais refaire une formation à PKS 05, 12 nouvelles personnes. C'est trop chouette, ouais. Équipez-vous d'outils comme ça, puis faites vos gammes, répétez, entraînez-vous, et puis restez centré au maximum. Et allégez-vous de vos dettes inconscientes. Allégez-vous de vos jours, dans vos journées, de vos relations, de vos offres qui partent dans tous les sens. Faites de la simplicité, simplifiez, et de la simplification. Moi, je vois à quel point j'aurais jamais imaginé que ça pouvait être juste aussi calme et tout aussi intense finalement, parce qu'il y avait de la place pour plein de nouvelles choses, quoi. Cool, merci Eugénie. Tu repars comment ? Merci à toi. Bien. On arrête cet épisode, il est 22h40. Je crois que je suis prête à lire la Zodiac Academy. Je sais pas s'il faudrait l'avouer sur Internet que je suis en train de lire ça, parce que si vous savez, vous savez. Mais je suis tombée dans une spirale qui m'a sortie de mon obsession des livres de développement personnel pour rentrer dans la romantaisie. Et là, les amis, c'est... Le terrier du lapin d'Alice au Pays des Merveilles, quoi. C'est impossible d'en sortir. Donc, je lis vaguement, c'est rigolo du coup, un livre sur le nerf vague et la théorie polyvagale, qui est super intéressant, mais je pense que je ne vais pas le lire ce soir et que je vais plutôt lire la Zodiac Academy, du coup sans grande surprise après un astro-coaching en plus. Tout à fait. Moi, je vais lire des militaires et non, c'est un pilote d'avion. Et je trouve ça très intéressant, parce que je me remets dans le développement personnel et le leadership, parce que je lisais, le pavé de Les piliers de la Terre de Ken Follett. C'était mon premier Ken Follett. Waouh! Mais c'était hyper intéressant. Et il va en faire un sur Stonehenge. Donc c'est cool aussi d'aller voir ces fresques historiques. Moi, je suis plus développement personnel que roman, mais ça fait du bien de lire de la fiction aussi. Et de s'alléger la tête aussi le soir. Faites ça. C'est fraise historique, a-t-il dit. C'est fraise. C'est un mix entre la fresque et la fesse. Ou la fraise. Ou la fraise. Oh là là, il faut qu'on aille se coucher. Yes. Merci tout le monde. Des bisous. À très bientôt. Et tenez-nous au courant de comment ça résonne pour vous. C'est aussi très intéressant. Merci. Merci. Bisous. Ciao.